J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Alors dis-moi comment tu vas parler. Je pense que je vais parler un peu comme ça. Hein. Ouais, comme d'habitude quoi finalement. Ok, bon bah écoute, on peut dire qu'on le lance, hein. Il faut le lancer de toute façon. Hein. Quand on dit 15h, c'est 15h. Ouais. Oui, écoute, c'est comme ça. C'est pas très grave. Ouais, c'est horrible. Qu'est-ce qui est horrible? Là, cet après-midi que je viens... Putain, c'est Footix. Ouais, c'est une tasse originale. J'adore. Ouais, j'ai... L'enchaînement, là. Sorti de l'avion, j'ai fait 1h30 d'embouteillage pour aller à un rendez-vous chez l'avocat, lire des contrats, des clauses pendant 1h15. Eh ben oui, mais bon, écoute, c'est ça la vie de superstar. Ouais, superstar. Putain. Si en plus, si moi c'est ça ma vie, j'imagine les superstars, ce que ça doit être horrible. Ouais, il y a horrible et horrible à mon avis, mais... Ouais, non, il y a des gens, tu vas arriver au stade vraiment, bien. Hein, je le pense vraiment parce qu'en fait, le truc c'est que, je crois, tu vois, on parlait de... Il y a eu ce truc là, Laurénie, elle arrive en retard et tout, je sais pas quoi. Et nous, je crois, on voit tout le côté cool. Elle est célèbre à la télé, les concerts, mais ces gens-là, leur sollicitation et leur vie, c'est tellement bizarre, tu sais, leur rapport aux gens, leur rapport à la réalité, il est tellement bizarre. Je crois pas que... Je suis pas sûr que ce soit... c'est vraiment pas que un cadeau. Moi, à mon niveau, c'est évidemment un immense cadeau au niveau où je suis, mais ces gens-là, vraiment les superstars, je suis pas convaincu que ce soit vraiment un cadeau. En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que je crois que t'en arrives pile au stade où t'as plein de trucs à gérer comme ces gens-là, mais ces gens-là ont des gens qui gèrent pour eux, en fait. C'est ça, je suis au stade intermédiaire, j'en suis à la coupe relou. Quand tu veux faire une bonne coupe, tu passes par la coupe exactement. Chiante. Et là, comme c'est dirait Panayotis, j'en suis au mulet, quoi. Et là, t'en es au mulet, mais bon, ouais. Un mulet, quand même, un beau mulet. Ouais, écoute, j'espère que je vais relancer le mulet à la mode et pas aller jusque ma coupe, parce que ouais, c'est... T'as pas envie d'arriver... attends, parce que du coup, pour poser la question, c'est... Tu veux pas... monter encore en succès, notoriété, tout ça, parce qu'à un moment donné, c'est aussi comment on s'arrête. Tu sais, il y a une vieille vidéo de Bill Burr, je crois, qui dit qu'il est au stade où il est connu pile poil comme il a envie d'être et qu'il voudrait ne plus être parce qu'il remplit ses salles et ça suffit et que machin. Ouais. Sauf que le problème, c'est que il peut pas contrôler. Il choisit pas, ouais. Bah oui. Ça dépend. Je sais pas. Ça dépend. Je crois que ça dépend pas mal des projets que tu vas accepter, à quel rythme tu vas te montrer. Dans quoi tu vas te montrer, tu vois, je pense que ça dépend pas mal de ça. Ouais, c'est vrai. Je pense effectivement tu peux pas contrôler les choses, mais ça peut se maîtriser un petit peu. Moi je crois que là il va y avoir des prochains choix à faire et c'est là que après ça il faudra commencer à maîtriser un petit peu. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah tu penses en maîtrise maintenant, genre en mode comment faire pour ne pas trop éclater mon talent? Non mais je dis ça en rigolant, mais non, parce que merde, faut pas que tu je sais, me fasse forcément remarquer. on a des projets de séries, tu commences à être approché. Moi j'ai longtemps fui le cinéma, je croule pas sur les demandes, hein, mais j'ai eu quelques demandes et je vais pas faire les castings et tout parce que c'est vraiment pas un truc qui me chauffe justement dans cette être dans la lumière comme ça. Mais je me suis toujours dit aussi que s'il y avait un projet qui m'intéressait, quelqu'un de cool qui m'approchait, que je sens la vibe, j'irais le faire. Et là c'est ça a été le cas. Et je pense que je vais faire ce truc parce que ça me tient à cœur. Ah, tu vas faire un projet ciné là bientôt? Ouais, je crois, ouais. Ok. Et c'est une exclue? Ouais, je crois. Non, je sais. Je crois, on est dans l'exclu. Et waouh. Je ouais. rigole, c'est... Tu peux mettre le sachet dans le truc vert, c'est fait exprès. Ah ouais. Mais oui, ok. Donc peut-être cinéma, mais en tout cas, non, mais oui, en tout cas, de toute façon, là déjà, il y a... Du coup, là, c'est un thé au lot 7? C'est un thé, ouais, on va pas boire un café à 20h. Ouais, putain. Mais Est-ce que tu vas changer le titre juste pour le nôtre? Tu voudrais? Putain, ce serait tellement cool. Je peux, c'est toi qui décides. Waouh. Un thé au lot 7, on peut complètement imaginer ça. Mais avant de parler de ciné, etc., quand même, là, il y a un truc, c'est que 2018, c'était l'année de Netflix et d'un Café au lot 7. Là, on est sur Retour au Café au lot 7 et Bercy, donc... C'est fou quand même. Ça n'a aucun sens, je me disais ça la dernière fois. Non, en vrai, mon premier spectacle est sur Netflix et là je vais faire le deuxième à Bercy. C'est fou quand même, en vrai. Sens. Pourquoi aucun sens? Parce que c'est hyper... c'est surréaliste quoi.
des fois, j'aimerais pouvoir vivre ça de l'extérieur pour réaliser. C'est drôle. Ouais. Ça, c'est la blague de mon grand-père qui dit à ma grand-mère souvent, genre, je t'envie d'être toi parce que je pourrais jamais savoir ce que c'est de m'avoir comme mari, quoi. Il y a un peu ça, quoi. Ah, sympa ce grand-père. Ouais, mais, Ok, mais papy. parce que quand même, t'as quand même, moi je t'ai vu au mois de juillet, booker Bercy sans avoir une seule ligne de ton deuxième spectacle. Au mode, c'était prévu qu'il y avait Bercy bientôt et t'étais en train de tester tes premiers textes quasiment. Non. Quasiment. Non, en vrai, en juillet, j'avais 50 minutes. Ok, mais Ouais, t'avais ouais. Bercy en ligne de mire au début, enfin t'étais encore en train de le travailler, enfin t'étais pas sur un spectacle prêt quand t'as booké Bercy, quoi. En fait, j'ai vraiment accepté parce que j'ai senti. Ok, bah oui, c'est important. Ouais. En fait, c'est avril de l'année dernière. J'ai déjà pas mal de matos. Je dois avoir, je sais pas, 15-20 minutes. Mhm. Et je sens que tout ça a une cohérence. Parce que, je sais pas, c'est avant ou après. Je crois avant, j'avais fait une date en banlieue et tout, un plan sur lequel on m'avait mis. Il fallait que je fasse long et je voulais faire du nouveau. Mhm. Et je finis par faire 25 minutes et je me dis, putain, j'ai du matos. Et ensuite, je pars en Afrique et je suis un peu frustré parce que je joue là-bas avec... Il y avait Kader Bueno qui m'impressionne pas du tout, mais il y avait aussi... Je rigole. Parce que ce que je vais dire derrière, non, Kader Bueno, c'est vraiment quelqu'un que on a pris à vraiment se découvrir là-bas, que j'ai pris vraiment pris d'affection. Mais lui, tu sais, il est dans la magie et les vannes qu'il a en plus de la magie, c'est surtout là-bas, c'est d'une efficacité redoutable. Tu comprends? Et c'est vraiment j'ai vu que voilà, le mec, c'est de métier, quoi. C'est son métier. Et à côté de ça, en stand-up en parlant, si je peux dire ça, il y avait Jason Brokers. Yes. Extrêmement fort, hein, c'est pas à toi que je vais dire. Non. Oui. Et c'est l'un des seuls humoristes que je vois efficace, peu importe où il va. Ça module très peu, quoi. Il y a tous les autres humoristes très forts que je connais, s'ils vont à Montréal, en Afrique, tu te rends compte, à Dubaï, ils doivent adapter et tout. Lui, j'ai l'impression que ça passe partout, donc tu vois, il y a ce truc... Enfin, quand on le voit sur scène, il y a un sentiment il en a rien à foutre entre guillemets, tout en étant très professionnel, mais qui libère un peu le public de rigoler. J'ai l'impression il est vraiment content d'être là. Au-delà de ça, je crois, au-delà de son attitude, il y a un truc techniquement, quoi. Techniquement, ces blagues, elles peuvent toucher, je crois, la plupart des gens. Ok. Il y a un truc assez puissant et maîtrisé dans ce qu'il fait. Tu vois, l'histoire, elle est un peu particulière avec Jason. Il est rentré dans l'humour un peu en travaillant avec moi, et aujourd'hui. J'apprends en le regardant un petit peu. Ouais, je vois. Moi, j'ai vraiment. On a échangé beaucoup. Je pense que. Ouais, j'ai essayé de lui transmettre tout ce que moi j'avais appris. Et aujourd'hui, en le regardant, c'est une sensation un peu bizarre, tu vois. Aujourd'hui, j'apprends vraiment en le regardant et il va passer sur un plateau, je suis impressionné. Tu vois. Alors que j'ai connu ces heures il avait jamais fait de scène, alors que moi je faisais ça depuis des années. Ouais. C'est un truc que tu peux connaître peut-être avec Jimo, par exemple. Ouais. Où tu as vu les balbutiements, ou avec Paul, exactement. Mais là, c'est vraiment à un niveau de régularité aussi qui est impressionnant, parce que si c'était un joueur de foot, on dirait de lui qu'il est régulier. Quoi, ouais, exactement. Ouais. Et à côté de ça, il y a Adibal Khalidé. Ok. Que j'ai pas besoin de te présenter. Vraiment, c'est un... lui, je fais que des références au foot, mais c'est vraiment le croisement entre Cristiano Ronaldo et Messi. Waouh. Je vois ce que tu veux dire, mais ça met la pression. Ouais, parce que vraiment, c'est Michael Jackson et Prince, si tu préfères. Waouh, ok. C'est-à-dire que non seulement il a le talent techniquement, parce qu'il a travaillé beaucoup, de manière acharnée, parce que c'est un monstre de scène, parce qu'il le bosse, quoi. Mais aussi, il y a un truc que t'expliques pas, de talent, de inné, et un truc hyper particulier. C'est pas juste un truc technique. Il y a un truc de... Putain, il y a une magie en lui. Donc, je suis avec ces mecs-là en Afrique. Attends, et toi, parce qu'il y a toi aussi, quand même. Moi, je suis avec ces mecs-là en Afrique, et moi, ils viennent avec leur matos, et moi, j'essaie de tester des nouveaux trucs. Tu comprends ? Tu connais cette incertitude de tester des choses. Et c'était des trucs qui marchaient plus ou moins déjà en France. Et donc, il y a ce truc-là. Déjà, tu testes et eux, ils sont moins dans le test. Et aussi, il y a l'adaptation forcément face au public africain. Parce que dès que tu te déplaces dans un autre pays, il faut adapter. Ce que je disais tout à l'heure, Jason moins, mais la plupart des humoristes, oui. Et à côté de moi, j'ai ces mecs qui cartonnent, quoi. Où c'est...
putain, c'est fort, il y a des gros rires. Et moi, j'arrive, et puis ça parle beaucoup, ça parlote beaucoup. C'est long, je sens que le rythme n'est pas le même. Ok. Tu sais, quand tu es en dehors de scène, tu entends la musique du public, Bien tu dis, sûr. ah, c'est ça la musique. Et quand tu arrives et que tu n'entends pas la même musique, il y a un problème. Même si j'ai des rires écartés, il y a un problème, quoi. Et donc, j'ai couru après une efficacité, tu vois. Ok. J'ai couru après une efficacité, après un rendement. Que tu n'avais pas de déjà rire. avant, tu crois? C'est jamais une préoccupation pour moi parce que Ok. je sais modestement que mon talent, c'est pas d'être drôle sur scène, c'est d'être un performeur. Pas dans le sens on écrit des choses pour moi, parce que c'est pas le cas, mais dans le sens être sur scène et gérer un rythme et connaître et comprendre un public, je pense que c'est ce que je fais de mieux. Ok. Je suis fait pour être sur scène. Tu comprends? Je pense que c'est ça mon vrai talent. Et du coup, ça n'a jamais été une préoccupation de courir après le rire, même si on est toujours derrière une efficacité. J'ai toujours été beaucoup sur ce que je vais raconter. Ouais. Et là, je me suis retrouvé face à... Putain, ils te connaissent un peu. Il y a deux mecs, un qui connaissent un peu moins, l'autre qui voit débarquer et qui cartonne beaucoup plus que toi. C'est pas normal. Il faut que tu rectifies ça. Donc j'ai coupé. J'ai écrit des choses pour eux. Et j'avais le sentiment de perdre mon temps, en fait. Ok. Parce que moi, je voulais écrire un nouveau spectacle et pas écrire de l'efficacité, écrire des trucs plus simples. J'ai envie de... Tu sais, j'étais là, c'était 2 semaines, je me dis, putain, je vais pouvoir écrire. Et là, j'étais dans la frustration de... J'écris pas, je retire des choses. Ok, ouais, je vois ce que tu veux Tu dire. vois? Mais c'était bénéfique, non? Et... Mais écoute, déjà, je me suis découvert dans mon écriture parce que... C'est marrant comme phrase, je me suis découvert dans mon écriture. Ouais, je me suis découvert différemment dans mon écriture parce que du coup j'ai écrit pour eux et un peu moins avec pas la pression, mais un peu moins avec le côté rassurant de Jason qui valide. Mhm. Parce qu'on était un peu en vacances, on n'était pas chacun dans son truc, mais on se tuait à ce jeu qui s'appelle Codename. Ouais, ouais. Là-bas vraiment on a fait... Ah, ça date déjà de la balle, Ah Codename. ouais. Ah ouais, Mais donc ça fait vraiment, longtemps que c'est un délire quand même. on s'est tué à ça, on Ok. faisait des grands chelems. Donc c'est-à-dire que on a gagné celle-là 1-0, on va jusqu'à 5, et une fois qu'on est allé jusqu'à 5, ça fait 1, et ça, on en fait 5. Tu comprends? Et on faisait ça... C'est une technique de comptable juste pour aller plus On loin. faisait ça toute Ouais, la ok, journée. ok. D'accord? Donc dès qu'on avait un moment, c'était Codename. Et donc on était moins dans on va bosser. Et moi, j'étais un peu, moi, seul face à, bah tiens, je vais tester ça. Et je le faisais pas par défi aussi par moi-même. Ouais, Je le ok. faisais pas valider par Jason. Parce que tu sais, le simple fait des fois qu'il trouve un truc Bien drôle, sûr. je me dis, ça doit être drôle. Bien sûr, ouais. Et donc j'ai découvert un peu ça. Et en revenant, je me suis dit, j'ai vraiment senti que j'avais perdu mon temps. Et en revenant, je me dis, tiens, teste ces trucs-là que tu as écrit là-bas. Teste de cette manière-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je racontais, c'était à peu près la même chose, mais que c'était devenu plus efficace. Ouais. Et donc, tout ça pour dire que déjà en avril, je crois que j'ai 25 minutes de ce spectacle qui tient la route et je sais où je vais. Et en juillet, on est à 55 minutes. Donc quand je signe Bercy, j'ai vraiment le sentiment que je sais où je vais. Ok, parce Ouais. que tu prépares une salle de... Il y a combien de personnes dans Bercy? Alors, normalement, il y aura 14 700. Donc tu prépares un spectacle. Est-ce que tu l'as préparé pour que ça soit un spectacle pour 14 700 ou est-ce que tu l'as préparé comme un spectacle normal qui va être joué devant 14 Je l'ai 700? préparé comme un spectacle de stand-up. Ok, oui. Parce que j'ai vraiment la volonté... pour moi, c'est ça le défi. Le défi, c'est moins... et c'est extrêmement prétentieux ce que je vais dire. Hein. Il y a aucun problème. Le défi, c'est... le défi, c'est moins de remplir Bercy que de réussir à faire que ce spectacle soit cohérent dans une salle comme ça. Ok. vois Ouais. Pour moi, c'est ça le défi, qu'on se dise pas ah ouais, il aurait pas dû le faire là. Ok. Mon défi, c'est vraiment de réussir à créer ce côté qu'on aime du stand-up, de la discussion, de l'intimité. Ouais. Ça, mais dans une salle de 14 700 personnes. Parce que, tu vois, là, je rentre de Nice. On a fait un Zénith à Montpellier. On a fait le Dôme à Marseille. Et on a fait le Palais Nicaïa, qui est l'équivalent d'un Zénith. C'est chacun entre 1800 et 2000 personnes, tu vois. Mais c'est pas 2000 personnes comme au Grand Rex. C'est 2000 personnes dans un genre de truc en mode hangar. Ouais. Et moi, c'est un truc qui m'a toujours effrayé. J'ai toujours dit, les Zéniths, c'est pas mon truc. Ok. Et en fait, la manière dont le rire retombe Bah ouais. et ce qui se passe dans une salle comme ça, c'est vraiment complètement différent. Mais différent comment? Différent dans le sens où tu as vraiment la sensation de jouer devant une foule. Ouais. Tu as vraiment la puissance du rire. Tu connais cette idée de vague de rire? Mhm. Là, c'est un tsunami en fait. Faut pas se faire bouffer, hein, non? Alors non, ouais, c'est sûr. C'est sûr, faut pas se faire bouffer. Mais tu as vraiment cette notion de show
et de puissance, quoi. Ok, C'est ok. ça, c'est un truc de... Et je pense que c'est un truc, malgré tout, c'est pour ça que j'ai voulu faire Bercy. Je pense que c'est un truc, si tu as l'occasion de le vivre, bah, faut le vivre. Je sais d'ores et déjà, aujourd'hui, je sais d'ores et déjà qu'il y a de fortes chances que je le fasse plus jamais. Ah ouais. Ouais. Parce que... Alors, comment t'expliques même ça? si je... Parce qu'après, il y a tout ce qu'il y a à côté. Tu comprends? Bah non, pas pour l'instant, parce que j'ai l'impression que... Tout ce qu'il y a à côté, c'est que quand tu vends un truc comme Bercy, faut le remplir. Donc, tu dois faire en sorte que les gens soient au courant. Mhm. Et il y a des gens de mon entourage qui savent pas que je fais Bercy. Pas Ok. de mon entourage, pas de entourage proche, mais qui me connaissent. Et pour pouvoir remplir un truc comme ça, en fait, tu te rends compte que... Tu sais, moi, je mets le nez dans tout ce que je fais. Dans tout sur mon spectacle, de la couleur de l'affiche. L'affiche, c'est moi qui l'imagine de A à Z. De ça jusqu'au prix du billet, jusqu'à tout, j'ai envie de savoir. Ok. Savoir, mettre mon grain de sel, c'est... Mhm. Je pense que c'est aussi pour ça que ça me ressemble. Oui, bien sûr. Mais du coup, tout, je suis dedans. Et là, dans tout ce qui est promotion, dans où est-ce qu'on va faire de la promo, dans quels médias on va parler, qu'est-ce qu'on va vendre précisément, tout ça, c'est des réflexions dans lesquelles je suis. Et du coup, c'est des réflexions. Ouais, je comprends. Du coup, mon spectacle, ça devient un produit. Ouais, ok. Tu comprends? Ouais, que ouais. je dois vendre. Ouais, ouais. Et alors, tu vas me dire, c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je sais plus qui m'a dit cette phrase. Je sais plus qui m'a dit cette J'allais phrase. pas dire ça personnellement, mais... Hein? Non, je pense pas que... Moi, je vois pas ça comme ça. Enfin, ouais, vas-y, mais... Je sais plus qui m'a dit cette phrase, mais genre, tu sais, je crois qu'à un moment donné, nous, en vrai, dans un monde idéal, on devrait pas parler de ce qu'on fait. De parler comme ça, là, en ce moment? Pas comme ça. On devrait pas aller dans une émission parler d'un spectacle qu'on fait. Ok. Pour moi, Parce que les gens devraient découvrir sans savoir ce qui se passe. non, je veux dire, les gens, ce qui devrait vendre ce que tu fais, c'est ce que tu fais. Mhm. Tu vois, c'est de se... Faire des vidéos de stand-up pour que le les gens... bouche à oreille, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Bah, tu veux faire de la promo, bah regarde, ça c'est un extrait du spectacle. Ouais. Mais venir, moi, parler du spectacle, Ouais, c'est gênant. ouais, c'est presque pas naturel. Ouais, je comprends. Il y a un truc pas naturel là-dedans. Ouais, je comprends. Parce que tu deviens commercial. Mais il y a beaucoup de gens qui remarquent pas le pas naturel. Et toi, je pense qu'une de tes forces aussi, c'est de remarquer quand c'est pas organique et pas naturel. Quoi, justement, c'est la volonté que t'as que tout te ressemble. Et qui doit être une sacrée pression aussi d'ailleurs. Parce que j'ai l'impression qu'en voulant mettre le nez partout, en voulant tout contrôler un peu comme ça, est-ce qu'il y a parfois le moment où tu dépressurises un petit peu la cocotte minute quand même? Tu vois, est-ce qu'il y a le moment où tu J'ai Parce vouloir avoir l'œil partout, c'est quand même beaucoup de... Enfin, tu vois, ça aussi, ça te prend... j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur des gens de confiance. Mhm. J'ai vraiment confiance en mon producteur. Mais il y a eu aussi ça cette année, c'est que dans ma prod, il y a eu des changements. Mhm. Tu redécouvres une équipe, tu redécouvres comment travailler. Du coup, bah ouais, tu veux pas qu'on fasse ça. Tu vois, par exemple, moi, sponsoriser un extrait de mon spectacle sur Facebook, c'est pas possible. Ouais, je comprends. C'est impossible. Ça, c'est des trucs qui ont été faits, tu vois, au début. Tu vois, c'est un détail, mais tu vois, il y a des Non, trucs non, comme c'est ça. pas un détail, je comprends. Il y a des trucs comme ça où tu dois découvrir les gens qui travaillent avec toi. Et ça, c'était là en début d'année, c'était une source de, pas d'angoisse en plus, mais une source de travail en plus. Tu vois, avant c'était les mêmes personnes depuis 3 ans avec qui j'ai tout créé. Où vraiment, j'aime pas dire la marque Farid, mais tu vois, le concept, entre guillemets, en tout cas la manière de faire, la manière d'apparaître. Mhm. On Tu a le dissocies de toi, personnellement? Pardon? Le toi Farid, entre guillemets, produit, tu le dissocies de Là, toi? je le dis là maintenant, mais en vrai, non. Ok. Là, je te le dis comme ça pour te l'expliquer, mais en vrai, Oui, oui, c'est je le ça. dissocie pas parce que c'est vraiment. Pour moi, la promo, c'est. Ouais, c'est qu'est-ce que je vais laisser voir de. Ouais, ouais. Tu comprends? Quelle porte on va ouvrir? Mhm. Et je me vois pas comme moi allant quelque part. Je me vois des gens rentrer un peu dans mon univers. On va ouvrir cette porte-là. On va peut-être ouvrir les volets. Peut-être qu'on va faire un toit ouvrant, tu comprends? Ouais. Et donc, nous, on va ouvrir des petites fenêtres. On va laisser les gens deviner un petit peu à travers l'extérieur. C'est tu vois. réfléchi à chaque fois, tout ça. Ouais, c'est réfléchi. Encore une fois, pas dans l'idée de comment on va vendre, mais qu'est-ce qu'on va leur laisser prendre de ce qu'on fait, quoi. Ouais. Tu vois? Parce que ouais, on est plus
on est plus dans la passivité que dans. Enfin, moi, me concernant, je vois ça plus comme un truc passif. Ouais, mais toi, tu peux te permettre d'être passif parce que je pense aussi, il y a un truc que les gens savent peut-être pas, mais tu sais à peu près ce que tu veux faire depuis que tu as 10-12 ans. Ouais. Et c'est quand même un truc de malade mental aussi, d'en avoir aujourd'hui 27 et depuis 15 ans, savoir ce que tu veux faire et y aller. Et c'est-à-dire que, alors, il y a forcément eu des moments difficiles et des moments. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis que tu as 12 ans, tu sais où tu veux aller et t'y vas, quoi. Il n'y a pas ce moment où tu te dis merde, est-ce que j'aurais aimé faire des sorties de route aussi, tu vois. Genre, parce que là, enfin, tu vois, j'ai l'impression que Franchement, non. Non. Franchement, non. C'était. Ça n'a pas été facile non plus. Non, hein. et bien sûr. Il y a eu plein de moments. Et des fois, quand je parle de ça et qu'on me dit, à telle époque, j'ai une sensation de vertige, de genre, Bah oui. putain, il y a un moment où tout ça n'était pas sûr, Mhm. où je pouvais m'appuyer sur rien, quoi, tu vois. C'est un truc qui m'angoisse vraiment parce qu'il y a eu des longs moments de doute. Mais franchement. Parce qu'un footballeur, il a une date de retraite, tu vois, vers 34-35 ans, ça sera fini. Toi, peut-être que t'es comme format footballeur, c'est-à-dire centre de formation à 10-11 ans, tu sais ce que tu veux faire. Ouais. Mais toi, tu peux aller jusqu'à 60-70 si tu veux. Écoute, c'est tout ce que j'espère. Je sais Ouais, pas si t'espères. ce genre de carrière existe encore, mais Pourquoi c'est tout pas ce que j'espère. Après, moi, le réconfort que j'ai aussi, c'est que je travaille sur d'autres spectacles à côté et je prends beaucoup de plaisir dans le fait d'être dans l'ombre. Ok. Donc, je sais que je ferai mon deuil facilement d'être dans la lumière, Ah ouais. d'être dans la réussite. Je crois que en tout cas, plus facilement que si j'avais pas ça. C'est un truc qui me rassure énormément de savoir que je serais là-dedans. Et tu vois, par exemple, je travaille avec Panayotis et Ouais, voir ouais. que son spectacle, il fonctionne vraiment bien. Et même moi, devenir spectateur et me dire, putain, ça m'impressionne. J'en suis à un stade où putain, je suis impressionné de ce qu'il fait ce petit con. Tu vois. Et de se dire que tu as un peu participé à ça, c'est un sentiment exceptionnel. Ok. Ah ouais, c'est un sentiment vraiment exceptionnel. Tu as vraiment le sentiment de servir quelque chose de plus grand que toi, quoi. Ah, c'est ouf parce que je t'aurais jamais imaginé de dire que tu t'imaginais ne pas être avec le micro, quoi. J'ai l'impression que c'est quand même à ta place, quoi. Non, mais Ouais, parce qu'on me voit beaucoup comme quelqu'un de très égocentrique. c'est mais... pas dans l'égocentrisme que je voulais mais- dire ça, moi. C'est dans le fait que. Parce que typiquement, moi, je m'imagine pas arrêter. Donc, Moi, je sais qu'à un moment donné, j'aurai plus de choses à dire. Il y a plein de gens qui a la théorie de chacun a 3 spectacles en fait en lui. Ouais. Et je sais plus qui a dit ça, mais en gros, il y a quelqu'un qui a dit en fait, t'as 3 spectacles en toi et après Ce c'est du serait bullshit. nier Dave Chappelle. Ouais, mais Dave Chappelle, c'est un être particulier. Mais c'est une théorie, tu vois. Mais ce truc de, Ouais. effectivement, t'as un nombre limité de choses à dire, quoi. Ouais, moi, j'ai l'impression que je suis sûr et certain que j'ai un troisième spectacle à donner. Ok, tu le Je sais l'ai déjà. déjà en moi, je sais Ah de ouais quoi je vais parler. Ok. Ouais, je le vois déjà. Je sais déjà. C'est ça qui est ouf. Là, quand tu dis ça, les gens voient pas, c'est radiophonique. Quand tu dis je vois déjà, tu regardes dans le vide et tu vois, quoi. T'as Ouais, une ouais. vision, entre guillemets. Ouais, C'est de l'ordre de la vision, quand même. Ouais, ouais, vraiment, Ok, c'est fort, c'est fort. C'est-à-dire que, tu vois, c'est ma mère, elle est beaucoup sur la PNL, tu sais, je sais pas si tu connais ça, c'est thérapeutique et psychologique, mais c'est quand tu veux quelque chose, tu le visualises. Mhm. Et dans la vie de tous les jours, t'essaies de ne pas dire des choses négatives sur ce que tu vas faire. Mhm. T'essaies de ne pas, par exemple, quand quelqu'un est en retard, t'essaies de ne pas te dire qu'il s'est passé quelque chose de grave. Ok. Tu vois. Et du coup, elle est vraiment à fond là-dedans, ma mère. Et moi, je me rends compte que je fais ça malgré moi. Et en fait, c'est ce que j'ai fait toute ma vie sur... Je sais que je vais arriver là. C'est pour ça que j'ai le sentiment de le gérer naturellement. C'est que j'ai toujours su, pas là où j'en suis aujourd'hui, mais parce que c'est ce que je me dis aussi très souvent, c'est que mes rêves, je les ai dépassés depuis déjà quelques temps. Ok. Ça fait 2 ans que j'ai déjà dépassé Ok. mes rêves. Je suis Ok. dans du bonus. Ok. Donc, Putain, déjà, putain, c'est ouf. ouais, je savais qu'un jour, ouais, je ferais l'Olympia, c'est sûr. C'était dans ma tête. Et aujourd'hui, quand je pense à ce spectacle, je sais déjà ce que je vais raconter, je sais pourquoi je vais le raconter, j'en vois la forme et j'ai même la sensation de ce que c'est quand je suis en train de le raconter, quoi. Ok. Ouais, c'est ça que j'ai en tête. Déjà, le Ouais, troisième, déjà dès maintenant. Ouais. J'ai déjà commencé à jouer des trucs Ah, ok. du troisième, enfin jouer des trucs, à tester des choses, c'était du balbutiement, mais j'ai commencé à tester des choses. Et là, la question, c'est peut-être que, évidemment, parce que sur le troisième spectacle, je pense, pas faire ce qu'on... Attends de toi. C'est bizarre comme formulation, c'est-à-dire dire qu'on attend des choses de moi, mais je vais pas faire ce que moi
peut-être que moi j'attends de moi. Ok. Je vais pas faire, Tu veux te surprendre. je vais sortir de ma zone de confort. Ok. Tu vois, tous ces thématiques dans lesquelles je suis à l'aise et que j'écris, tu sais, il y a Éric Zemmour qui dit un truc sur les prénoms issus de l'immigration. J'écris 10 minutes là-dessus. Ouais. Tu vois? Immédiatement. Bah là, en tout cas, ce que j'avais, bah, tu vois, Zemmour, j'ai un passage où je parle de quand je l'ai rencontré, quand je l'ai croisé dans l'avion, dans le spectacle. Ouais, là, bien à sûr, c'est l'Hexagone. que tu commences comme ça. C'est peut-être ouais. les premiers mots de ton spectacle, Ouais. Éric Zemmour. Ouais. Et, C'est fort, ça d'ailleurs. Et en fait, ça, c'est grâce à Paul de Chavannes. Ok. C'est grâce à Paul de Chavannes parce que je suis dans l'avion et il est vraiment devant moi, Éric Zemmour. Et parce que j'ai envie de faire rire Paul de Chavannes, je trouve la première vanne. Ok. Parce que je lui envoie et ça le fait rire. Et vu que c'est vraiment le dernier des relous casse-couilles qui est porté par cette planète, vu qu'il rigole, je me dis putain, je tiens un truc. Et du coup, en rentrant, j'ai écrit quelque chose et ça tient 3-4 minutes. Et ensuite, il y a eu la polémique après et j'ai écrit encore 3-4 minutes, tu vois. Mais pouvoir être inspiré sur ça, c'est facile d'être inspiré par ce genre de thématique. Maintenant, il y a des choses, des thématiques plus larges, plus communes, sur lesquelles moi je vais moins, et notamment sur l'introspection et sur le rapport à l'insincérité. Donc je sais que... L'insincérité. À la sincérité, Ok. pardon. Donc je sais que c'est comme si j'allais faire une pause. Il y a une musique de Alonso, le rappeur. Ouais. Il dit ouais, on disait que j'étais un rappeur engagé. Laisse-moi faire ma grasse mat, on est dimanche. Ok. Dans une de ses chansons, je sais plus c'est laquelle. Et je crois que le troisième spectacle, bah déjà il va parler d'amour, Ok. de rapport homme-femme, de couple, du rapport à moi et à la société, au couple d'aujourd'hui. Et du coup, je sais que dans le quatrième spectacle, vu qu'il y aura cette... On a le plan quinquennal Je sais. là. Ah ouais, je sais que dans le quatrième spectacle, j'aurais beaucoup de choses à dire parce que j'aurais fait une pause Ok. sur ce côté-là. J'aurais Ok. énormément de choses à dire. Et pareil, je sais à peu près à quoi je veux que ça Genre là, c'est ressemble. Disney qui prévoit les Star Wars avec les Non, mais machins. Genre, en parce gros, que là, je- on fait un spin-off, là, on fait Ouais, Star Wars tu sais, 8, là, on c'est- fait le spin-off. C'est prévu. Après, j'ai signé un contrat aussi, hein, mais Ok, je rigole. Je rigole. Ah, ok, ok. Je ok. Ça rigole. aurait pu, T'imagines ça, j'étais en mode, Non, je ok, rigole. merde. Non, c'est que c'est dans ma volonté Oui, d'artiste. oui, ok, ok. Comme ouais, en tant qu'individu, tu te dis bah, j'espère que j'aurai une femme, j'espère que j'aurai mon appartement. Moi, je vois déjà le prochain spectacle, je l'ai en tête. Celui d'après, j'imagine à peu près à quoi il va ressembler. Mais tu vois, sur ce qu'on se disait tout à l'heure, je sais pas si j'aurai des trucs à dire après ce quatrième spectacle. Ok, bah écoute, déjà, il y en a encore un et demi à écrire, parce que c'est lui qui a commencé, et déjà, il y a celui-là qui est en cours, et comme on l'a dit, tu commences par Éric Zemmour. Déjà, quand tu parles de lui pour ce qu'il représente, ou tu parles de lui parce qu'en fait, ce qui est fou, c'est que tu l'as vraiment croisé, donc tu as vraiment une accroche qui est pas l'accroche de j'ai vu à la télé que, Ouais. et ce qui crée vraiment un... Enfin, tu vois, on pourrait dire que tu parles de ça, mais tu as vraiment eu ce contact qui fait que tu as une raison d'en parler, mais d'en parler en début comme ça, ouvrir avec, c'est une volonté de ta part, enfin, est-ce que ce mec mérite entre guillemets d'être dans les premiers mots de ton spectacle? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas lui donner de l'importance aussi? C'est une phrase un peu facile, tu vois, mais En fait, le truc, c'est que ce passage-là, je l'ai écrit avant la polémique. ok, oui, Le bien truc sûr. où je l'ai ok. croisé dans l'avion. Et du coup, Enfin, avant une de ces polémiques, mais ouais. ouais, et du coup, je l'avais déjà mis. Donc là, on est juste au retour de l'été, au mois d'août. Donc j'ai 55 minutes et je l'intègre dans le spectacle. Et après, il y a la polémique. Et du coup, ça prend une tournure différente. Il y a, quand je parle d'Éric Zemmour, en plein milieu du spectacle, c'est ah oui, t'en parles que maintenant. Je sens ce truc-là. Et moi, Ok. j'ai été traumatisé par un spectacle de Jim Jeffries où il arrive sur scène et il dit Bill Cosby. Ça m'a traumatisé. Ouais, je comprends. ok Ouais, ouais. Et du coup, je me suis dit bah ouais, il faut commencer par ça en fait. Ok. Faut désamorcer ça tout de suite. Tu penses que Et les gens attendent de toi que t'en parles, quoi? À ce moment-là, oui. Ouais. Aujourd'hui, c'est moins vrai Bah parce ouais, que mais- c'est un peu dépassé. Mais en fait, il y a un truc de débarrassons-nous de ça. Ok, ouais, ok, c'est intéressant. Ok. Parce que, et je le dis hein, dans le spectacle, j'ai rien d'intelligent à dire sur Éric Comme Zemmour. ça, c'est. Ouais. Je n'ai rien d'intelligent à dire sur lui parce que vu que ce débat sur lequel il est, pour moi, n'a aucune viabilité, c'est pas viable de parler d'une loi qui a été abrogée il y a 20 ans, bah déjà t'es plus dans le débat en fait.
Déjà, tu es en train de nous dire que la vision que tu as de la France, elle est au-dessus des lois qu'on a choisies. Ça n'a aucun sens. Ouais. Donc, moi, je vais pas intellectualiser ça parce que l'intellectualiser, pour moi, c'est là lui donner de l'importance. Donc, moi, je vais sur le rapport à Éric Zemmour. Et puis, c'était aussi... c'était une volonté, c'était presque un truc presque scolaire de discussion avec Kader à l'époque. C'était de essayer de rendre ce que j'ai à dire de lui humain presque. Tu vois, il y a un mec qui me fait chier au boulot, quoi. Ok, ouais. Et il pue de la gueule. C'est ça, tu comprends? Il n'y a pas de le dossier, non, il me casse les couilles parce qu'il pue de la gueule. J'en ai marre de sa gueule. C'est juste ça, tu vois. Il y a un truc, commençons par les choses faciles. Voilà, j'avais ça sur le cœur, fallait que je dépose ça. Parce que par exemple, quand je suis allé dans On n'est pas couché, Consigny, il m'a attaqué entre guillemets sur ça. C'est un truc sur lequel il a mis le doigt. Il dit, ouais, c'est un peu facile de taper sur lui. Et la réponse que je lui ai dit, c'est, lui, il tape tout le temps sur nous. Ouais. C'est un peu bête et méchant comme manière de penser, mais c'est que pour moi, ce passage-là, c'est comme un jeu de mots sympa, quoi. Ok, tu te permets un jeu de mots. Je me permets un jeu de mots au début du spectacle. Ok. Et ce jeu de mots va voir Bercy quand même. Tu vas amener un jeu de mots à Bercy, quoi. C'est ça. Parce que t'arrêtes pas de parler en plus de j'avais 50 minutes, j'avais 55 minutes. Et si les gens qui aiment un peu le stand-up qui écoutent font un peu un calcul, je dis ah ok, il lui manquait 5 minutes de spectacle du coup. Mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'en fait ton spectacle fait plus d'1h45, 1h45. Ouais, voilà, c'est ça à peu près. C'est un autre truc où. En termes de stand-up, si tu veux, moi, un peu geek stand-up, un peu limite chiant de temps en temps là-dessus. Casse-couille, complètement casse-couille. Ouais. Toi et Paul de Chavannes, je pense que vous pouvez créer un duo secret. Il est déjà créé. Ah merde. Non, en gros... Les commissaires aux comptes du stand-up. Ça me plairait comme poste. Dupont et Ducon, ils sont là et... Waouh, ok. Avec leur petite chemise et ils viennent inspecter. Non, pas stand-up. Pas stand-up du tout. Et Paul qui fait waouh. Non. Quelle tête de con celui-là. J'arrive pas à croire qu'on l'apprécie autant. Je suis toujours épaté. Parce que sinon comprends pas, ça m'étonne pas du tout, moi. Il nous a tous eu et on s'est fait avoir. Non, moi ça m'étonne pas. Je pense qu'il est important. C'est la personne qui va permettre... Mais non, en vrai, quoi qu'il arrive, il nous emmerde. Effectivement, c'est toi qui as raison. Je retire ce que je viens de dire. Mais le fait de faire 1h50 quand t'aimes vraiment le stand-up et tout, il y a un truc un peu chelou. Normalement, c'est 1h, 1h05, 1h10. Toi, tu veux que ce soit long. Ou tu pouvais pas enlever... Moi, j'ai pas la volonté que ce soit long. Mais en fait, j'avais vraiment des choses à raconter. Je l'ai senti. C'est ce que je t'ai dit en retour. Je me suis dit, c'est ça que t'es en train de raconter, Farid. Et en fait, c'est comme là, dans la discussion qu'on a, c'est comme si on se disait... Bon, là, il nous reste 5 minutes. C'est hyper relou. On a plein de choses à se dire. On n'a pas envie, tu comprends? Et moi, j'ai pas envie de me dire ça. Et puis, moi, je suis dans l'idée qu'un stand-up parisien, ça peut exister. Un stand-up à la française, ça peut exister. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Et c'est de l'art, donc ça évolue. Les formes, elles sont diverses en fonction de où tu vas. Le rap français, c'est pas le rap aux États-Unis. Ah non, mais c'est fort ce que tu fais. Et l'un influence l'autre. Et je crois qu'il y a cette culture de... Moi, l'un des spectacles qui m'a vraiment marqué ces dernières années, qui ne joue plus, c'est le premier spectacle d'Alex Lutz. Pendant un moment, pour moi, c'était le meilleur spectacle de One Man Show de Paris. Et c'était du sketch. Enfin, il y avait du sketch, il y avait des passages stand-up et tout. Et ça durait 1h40, parce que le mec a 1h40 à te raconter. Ouais. Non, mais ce qui est chiant, c'est qu'après, les gens, j'ai vu ça 2-3 fois dans le public quand j'ai tourné un peu chez les gens. Non, pas pour toi, justement. C'est quand il y a des gens qui vont vouloir faire 1 heure comme. Ils vont dire, putain, il m'a volé mon billet. En fait, ça aurait dû avoir plus. C'est un truc en France de vouloir faire plus long. Mais moi, ce que j'ai trouvé ouf, j'étais au Comédia parce que t'as fait 2 mois le Comédia complet. Enfin, j'y suis allé à ce moment-là. Et ce que j'ai trouvé ouf, c'est qu'au bout d'1 heure, 1h25, on peut sentir une fatigue des rires que t'arrives à relever ensuite. C'est-à-dire que limite, j'ai vu ça, que le fait que ce soit long, j'ai suranalysé sûrement parce qu'on essaie de te dire, mais j'ai vu ça comme une volonté de ta part de les fatiguer pour leur dire je vais vous refaire rire fort comme vous êtes vu après. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'est-ce que j'aurais aimé me dire ça, putain. J'aurais été tellement fort. Je vais vous fatiguer, vous allez plus avoir envie et derrière vous allez rire encore. Ouais, mais j'ai vu ça comme ça en vrai. J'ai vu ça comme ok, il est en train de nous fatiguer, il va nous buter. En vrai, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai joué, j'avais tout ce que j'avais envie de jouer. J'ai commencé à le jouer au point virgule et il commence à faire 1h15, 1h18 des fois, 1h20. Et en fait, il y a un truc très technique presque, c'est que
Quand tu joues dans une grande salle, les rires sont plus forts, les rires sont plus longs, et du coup, tu joues plus. Ok. L'écoute, elle est complètement différente. Tu peux te permettre des longs moments de jeu, parce que tu surfes sur la vague dont on parlait tout à l'heure. Et du coup, ça rajoute 20 minutes de jeu, quoi, quasiment. Ok. Ouais. Ok, donc il y a l'effet grande salle Et puis, tu rajoutes la phrase en plus. Je travaille avec un mec exceptionnel qui s'appelle Jason Brokers. Dès que le spectacle il se joue, il a plein de choses à dire et on trouve plein de choses. Tu vois, notre challenge, c'est il prend des notes, on se raconte des trucs, on trouve des trucs drôles ensemble. Et du coup, j'ai ça et ça que je dois faire passer. Là, par exemple, entre vendredi et aujourd'hui, on a peut-être rajouté, Il va rebouger d'ici Bercy. 5-6 trucs. Ouais, c'est des petits détails. Tu vas faire des trucs qui ont 2 scènes à Bercy, tu crois? Genre qui ont 2 scènes de test, c'est-à-dire que si tu trouves un truc dans deux il y a des vannes qui n'existaient pas, qui sont nées là ce week-end. et qui vont être dans, c'est-à-dire Ouais, que bien sûr. ok, c'est ouf. Ouais, Ok. bien sûr. Ouais, ça c'est. Du coup, t'as pas trop l'occasion de t'ennuyer. Et puis c'est vu qu'on aime ce spectacle, c'est ça qui est bizarre. C'est comme si il avait sa vie à lui, quoi. Ok. On aime vraiment ce spectacle. Et du coup, c'est ce qui est ajouté, c'est pas contre nature, quoi. C'est vraiment naturel. On se dit, organique. Ouais, ok. putain, ah bah oui, c'est bizarre que ça n'ait pas été là avant, quoi. Et du coup, le spectacle s'appelle Hexagone. Et c'est j'ai eu un ton de journaliste pendant un temps, je suis désolé. Et du coup, Votre spectacle s'appelle Hexagone. Farid, j'ai cru comprendre que c'est par rapport à la France que vous nous avez Non, mais on sent ce truc. Donc, quand tu parlais là, tu voulais parler d'amour. Là, on sent quand même qu'il y a ce côté de chercher ce qu'est français, ce que veut dire être français, la France, etc. Et avec un truc dont je me suis rendu compte récemment, c'est que moi, sur scène, il y a un moment où, quand je parle de mon grand-père, très modestement, avec mon petit passage, j'ai l'impression de. Moi, je dis une phrase du type je sais pas ce que ça veut dire être français, je sais même pas si je me sens français. Et en fait, je me suis rendu compte que je disais ça, c'était vrai, je le ressentais, c'est-à-dire je sais pas vraiment ce que ça veut dire, je crois. Mais je me suis rendu compte que c'est parce que j'avais c'est parce que j'étais blanc que je pouvais dire ça, parce que si j'avais pas été blanc, en fait, cette phrase-là pourrait être vue comme un truc, une sorte de provocation, etc. Ouais. Et le fait en plus que je sois pas connu, donc ça fait 2 choses, le fait de pas être blanc, le fait de pas être connu, donc. Et je crois que je suis plus pas connu que pas blanc en plus, pour te dire la vérité. Mais non, mais je me suis dit, ok, tu peux dire cette phrase Louis, mais en vrai, c'est quasiment une phrase pas bien à dire, parce qu'en fait, tout le monde ne pourrait pas se permettre de la dire. Et toi, en fait, j'ai l'impression que t'as pris ce sujet et t'en as fait 1h45 de spectacle, quoi, entre guillemets. En fait, j'avais vraiment la volonté au-dessus de tout. Tu vois, c'est pareil. Quand je jouais l'autre, je voyais déjà ce spectacle. Et j'avais la volonté de raconter un truc. Ok. Presque comme une dissertation. Voilà mon sujet, il tient en une phrase, développement, intro, développement, conclusion. Ouais. J'avais vraiment cette volonté en tête et qu'on comprenne que je raconte une chose, quoi. Et du coup, c'était un truc que j'avais en moi. Et ça, en parlant de ça, on peut parler de plein de choses, en fait. Parce que j'avais du mal avec cette idée de... Le reproche qu'on donne toujours au stand-up, que c'est un truc fourre-tout. Et même moi, j'ai cette frustration des fois d'aller dans un des spectacles qui sont très bons, vraiment bons, et où tu sais pas où t'es allé, en fait. Où on parle de tellement de sujets. Ça, c'est un truc que j'essaie de travailler, par exemple, avec Jason, c'est de se dire, ouais, t'as plein d'avis sur plein de choses. Mais que t'es drôle, on le sait, tu sais le faire. Moi, j'ai envie de connaître ta pensée, et j'ai pas envie d'avoir le sentiment que on fait un tour de tous les sujets qu'on peut aborder, quoi. Ok. C'est comme un film qui parlerait de tout. Ouais, on peut voir ça comme ça. Moi, j'ai vraiment cette idée en tête de ce que je vais voir, ce que je fais sur scène, c'est que ça doit être comme une pièce, comme un livre ou comme un film. On a été marqué pas mal, Jason et moi, par le spectacle de Brent Morin, où pendant tout le spectacle, il était en soirée. Alors lui, c'est un truc très précis, c'est pas une thématique, mais il dit qu'il était en soirée. Tu l'as vu ce spectacle? Ouais, bien sûr. Ouais. Il est en soirée et il y a son ex-plan qui vient avec un magicien et il raconte comment ça se déroule. Et là-dedans, il fait des digressions où il parle de son père, où il parle de son enfance, où il parle de... Et ça nous a pas mal marqué et on s'est dit, putain, on peut... Le stand-up, en fait, on peut raconter une histoire. Tu vois, Dave Chappelle, à sa façon, ce qui est appréciable, c'est de pouvoir dire... d'un spectacle, le spectacle où il raconte ça. Tu vois, j'ai l'impression qu'à la fin,
Il y en a deux qui ont vraiment été marquants là. Il y a celui, c'est Equanimity où c'est Key Her in the Pussy, et l'autre où c'est O.J. Robbie, Simpson. C'est les deux vraiment les plus marquants de ce qu'il a sorti. Et en fait, à la fin, ce qui fait que peut-être ça fait 3 spectacles. Moi, mais... celui qui m'a le plus marqué, c'est celui dans la petite salle au Comedy Store, en vrai. Où il s'assoit, il fume des clopes et tout. Ça, j'ai trouvé ça ouf. Enfin, j'ai trouvé ça une performance, quoi, en gros. Mais ouais, c'est une performance, mais moi, parce que toi, c'est le côté geek relou du stand-up. Bah, justement, non, parce que Paul l'a détesté. Moi, c'est la clope. Paul l'a détesté, donc tu ouais, vois. Mais du coup, vous avez créé une discussion de stand-upper relou. Non, mais ce qui m'a, moi, vraiment marqué, c'est qu'à la fin du spectacle, tu dis, putain, il voulait en arriver là. Ouais, ok. Et ça, c'est un truc dont j'avais envie vraiment sur mon spectacle. C'est à la fin, on se dit, ah, c'est là où il voulait en venir. Ouais, mais il y a quand même ce truc de le fait, et je pense que ça va avec Dave Chappelle, ce qu'on vient de dire, c'est que le fait que lui comme toi, ce point commun que vous avez qui est que vous vous sentez à votre place, non mais vous avez des points communs forcément, le fait d'être stand-upper déjà, mais le fait que vous vous sentiez à votre place sur scène, parce que je pense que c'est le cas de Dave Chappelle, je pense que c'est ton cas, fait que vous pouvez vous permettre de vous dire, ok, et je vais repasser à tu en parlant de toi seulement, parce que je vais pas, mais ok, je peux aller jusqu'à mon point, et je peux, moi si tu veux, s'il n'y a pas de rire, pendant 20 secondes, j'ai l'impression qu'il faut que je m'en aille parce que je suis juste un mec qui parle. Le fait que tu te sentes à ta place sur scène et le fait que tu sentes que que t'es à ta place ici, fait que tu peux aller là où tu veux. Mais moi, typiquement, le côté fourre-tout, moi, je le comprends de temps en temps parce qu'en fait, voici toutes les idées drôles que j'ai eues et ça fait 60 minutes et voici mon spectacle, quoi. Ouais, non, mais moi, c'est pas du tout une critique. Non, j'ai pas vu comme ça. C'est vraiment la manière dont j'ai envie de faire du stand-up. Oui, ok, ouais, bien sûr. Parce que voilà, t'es sur scène, quoi qu'il arrive, t'es là pour faire des blagues, quoi, pour faire rire. Les gens, ils veulent que ce soit drôle, donc les gens, ils se posent pas ces questions-là. Mais moi, c'était une volonté que j'avais là-dessus. Tu vois, si on devait parler de genre de stand-up, parce qu'on deviendrait vraiment geek et relou, le genre que j'aimerais faire, c'est celui-là. Et tu vois, quand je parle du 4e spectacle, par exemple, je l'imagine vraiment comme un TED Talk vraiment drôle. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Ok, un TED Talk vraiment drôle, c'est drôle que tu dis ça, ok. Parce que typiquement, moi, le spectacle d'Anna Gatsby récemment, je l'ai mis dans la catégorie TED Talk, mais justement pour dire que ça m'avait un peu saoulé, quoi. Ouais, ben moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais en fait, Anna Gatsby, pourquoi je ne le mets pas dans le TED Talk? J'ai regardé un petit peu, j'ai pas tout regardé, faut que je le finisse, mais parce que j'ai pas le sentiment. Le TED Talk, il a plus vocation à raconter quelque chose à apprendre quelque chose aux gens. Tu veux apprendre, toi, aux gens? Ouais, j'ai cette volonté de, moi, aller mettre le nez dans des choses, apprendre moi et le transmettre, tu vois. On dit souvent, on a souvent la sensation que les gens qui viennent au spectacle, là, c'est des gens qui n'iraient pas trop dans des salles de spectacle. Et j'ai cette volonté d'échanger avec eux sur ces trucs-là. Anna Gatsby, c'est plus un truc, j'ai l'impression, d'introspection. Ouais, oui, non, bien sûr, non, mais et moi, ce que j'ai pas, là où je vois pas le TED Talk, parce qu'on me l'avait vendu comme, ouais, après j'ai pas tout vu, hein, mais on me l'avait vendu comme, ouais, elle raconte beaucoup sa vie, elle discute et tout, etc. Moi, en fait, il y a des trucs où il y a des gros rires et des applauses, et où moi, je suis en train de me demander, alors soit je comprends plus assez bien l'anglais, soit c'est un niveau de blague qui m'échappe complètement. Il y a vraiment des moments où il y a des gros rires, et moi, j'étais là devant. Attends, il faut que je remette en arrière, j'ai loupé un truc. Et après, attends, il faut que je mette les sous-titres en anglais, là, ça va pas du tout. Et attends, il faut que je mette les sous-titres en français, c'est ce qui m'arrive. Je te jure, il y a vraiment, je suis allé jusque... Tu sais ce que c'est, s'il y avait un doublage, je serais allé jusque là. Hein. Je te jure, il y avait genre, mais attends, il y a des trucs que je ne capte pas. Je ne comprends pas ce qui se passe dans ce spectacle. Oui, mais c'est le danger, à mon avis, de vouloir faire un spectacle pour apprendre, enfin, sans avoir le rire en priorité numéro 1, quoi. Parce qu'il y a des longs passages aussi sans rire dans Anna Gatsby, que c'est surtout là-dessus que moi je lui reproche, mais enfin que je lui reproche, j'ai rien à reprocher à Anna Gatsby, j'ai rien à foutre, mais en tout cas il y a ce truc là, et toi j'ai l'impression qu'effectivement tu mets pas non plus le rire au numéro 1 des priorités, quoi. Non, ça c'est un reproche beaucoup c'est un débat d'actualité dans le stand-up. Il y a beaucoup ça aussi à Montréal en ce moment. Ok. Les gens mais je pense que c'est des genres d'humour. Oui, non, mais sans pas je pense que c'est des genres d'humour. Et moi, quand je vois... Il y a un mec... un TED Talk qui m'avait beaucoup marqué. C'est Panayotis, d'ailleurs, qui m'avait montré ça.
J'étais même allé le rechercher dans mes pages Facebook pour le garder. C'était Peter quelque chose. Bref, je vais te le trouver. Et il parle d'éducation, il parle de l'école. Et c'est limite c'est du stand-up, quoi. Ouais, ok. Et moi, quand je vois ça, pour moi, c'est le dernier niveau du stand-up, quoi. Ok, Ouais. ok. Dans ce que j'imagine, c'est genre le mec qui raconte des trucs intéressants, je découvre des choses et il est drôle, quoi. Mais par exemple, sur le spectacle que tu vas faire sur les rapports hommes-femmes, tu penses que tu vas pouvoir, parce qu'il va falloir que tu sois plus dans le rire, enfin, tu penses que tu vas pouvoir apprendre des choses aux gens là-dessus? Je crois, ouais. Ok. Je crois parce que je compte aussi me documenter à ce sujet, mais je m'interroge pas mal sur la raison de Ken Robinson, il s'appelle. Ken Robinson. Kill Creativity. Comment on a tué la créativité à l'école. J'ai aussi... je vais aussi, moi, essayer de comprendre. C'est vraiment le rapport de étudier, comprendre quelque chose de moi et analyser une partie de la société. Mhm. Ces trois trucs-là. Et je crois que le rapport qu'on a au couple aujourd'hui, est-ce que c'est naturel ou non? Qu'est-ce qu'une preuve d'amour? Mhm. Qu'est-ce que c'est que aimer? Yes. Est-ce que si si j'aime quelqu'un mais que je suis pas fidèle, est-ce que je suis une mauvaise personne? Ouais, bah, c'est des questions intéressantes tout ça parce que il y en a plein qui pourront dire l'amour déjà c'est une construction de l'homme complète qui date Exactement. d'il y a de 200 300 ans. Du pas coup, il y a plus, un hein. vrai débat Mhm. sur l'amour déjà, mais sur le couple. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui a du sens, qui existe, ou est-ce que c'est quelque chose de Pour contre toi, c'est nature? quoi ta réponse à ça déjà? Moi, justement, intuitivement. Intuitivement, vraiment, je suis la pile dans cette période de flou. Ok. C'est pour ça que je prononce crois pas. que j'ai déjà. C'est pour ça que je crois que j'ai déjà le titre du spectacle. C'était dans une interview où c'était Moonwalk, tu sais. Ok. Et je lui parlais de cette angoisse que j'ai en grandissant ou en vieillissant. Je sais pas à quel stade j'en suis. Ouais. Je sais pas si je grandis ou si je vieillis déjà. Un peu les deux, mais. Un peu des deux. T'es dans un stade où tu fais un peu les deux. Et j'ai le sentiment que j'ai des choix à faire auxquels je ne peux plus échapper. Ok. J'ai l'impression que... Les murs enfin, ça devient de plus en plus étroit, quoi. Ouais. Ok. Il y a une fille qui m'a dit t'es un... Un connard. Ça, on me l'a dit beaucoup. Avec des jets d'objets et tout. Mais Ça doit être tellement énervant de tirer contre toi parce que tu dois être tellement pisse en face. Ça doit être dépend. encore plus énervant. Détrompe-toi, il y a des moments où je m'énerve aussi beaucoup. Ok. Ouais. Mais je crois que c'est là que je sais que j'aime vraiment une fille, c'est qu'elle m'énerve. Ok, oui, je sais ce que tu veux dire. Et il y a une fille qui m'a diagnostiqué carrément insatisfait chronique. En fait, l'insatisfait chronique, c'est pas juste quelqu'un qui n'est pas satisfait de la vie, c'est quelqu'un qui a du mal à faire des choix et qui a de la douleur à renoncer parce qu'il doit choisir. Ouais, renoncer, c'est choisir. Non, choisir, c'est renoncer. Ouais. Je sais plus, c'est quoi la phrase. Ouais. Choisir, c'est renoncer. Ouais. Et moi, je suis pile à cette période-là où j'ai le sentiment qu'il y a des choix que je dois faire dans ma vie Ouais. ou qui vont peut-être être inéluctables et que j'ai pas le choix de faire. Il y a des choix. Je te voyais vraiment pas. Pour moi, t'es une personne Et qui a du rien coup- d'inéluctable dans ta vie. Et du coup, je dis exactement ça à Oumar, Ok. Moonwalk, et il me dit, et c'est quoi les prochains choix que tu as à faire? Ouais. Et je lui ai dit, les femmes ou l'amour. Et je pense que c'est le titre du spectacle. Parce que justement, j'ai pas encore la... Deuxième exclu, putain. Non, je rigole. Les femmes ou l'amour? Ça va être dans l'autre sens du coup, l'amour ou les femmes. Mais parce que justement, c'est un truc sur lequel je m'interroge et tu me dis, c'est quoi ta réponse? Justement, je l'ai pas. Tu vois, je suis allé voir un psy pour la première fois de ma vie. Ok. Ouais. La semaine dernière, et c'est aussi un truc, je crois, dont je vais parler sur scène, mais parce que c'est un truc que j'ai envie de réussir à comprendre. Est-ce que c'est une malédiction qui fait que quand tu as la vie que j'ai, le couple, tu dois faire une croix dessus? Est-ce que le couple, c'est vraiment un objectif
qu'on peut atteindre? Est-ce que c'est pas un leurre? Est-ce que cette idée de rester le restant de ta vie avec une personne, est-ce que ça existe encore, tu vois? Moi, je le vois chez des gens. C'est-à-dire que typiquement, quand je vois, ça va être cliché de dire ça, mais il y a mes darons dans l'histoire, mais il y a d'autres couples que je connais comme ça. C'est-à-dire que je pense que tu as la chance peut-être de trouver une personne à qui ça va marcher et ça marche quoi qu'il arrive. Mais il y a 80% des couples, c'est une construction de l'esprit, quoi. C'est-à-dire qu'on s'auto-convainc. Je crois, ouais. Et du coup, moi, je suis dans la phase maintenant, en tout cas, je sais pas, mais pour moi, la phase où j'en suis en ce moment, c'est si je tombe pas sur la personne qui va me donner envie d'être en couple comme les 20%, pas de couple, quoi. Enfin, je veux pas me construire un couple de zéro et faire semblant d'être bien, quoi. Ça me stresse. Bah, tu vois, Mais mourir seul, ça fait peur à tout le monde. Hein. Je crois que c'est la peur la plus enfouie de l'être humain. Ouais. Mais dans un couple, il y en a des deux qui mourra seul. Mais moi, je suis partagé dans l'angoisse d'être un éternel célibataire. C'est une angoisse? Pourquoi c'est une angoisse, ça? Je suis entre cette angoisse-là et l'angoisse d'être en couple, genre la famille, et puis tu dois être fidèle, et puis ça doit durer le plus longtemps possible. Mais tu sais que je crois que tu dois être fidèle le plus... Enfin, c'est pas un vrai truc, je crois. Enfin, il y a des couples qui acceptent, tu vois. Justement tout ça, c'est le débat que j'essaie de comprendre. Être célibataire, c'est une angoisse parce que en vrai, ça n'existe pas. Waouh. Ça n'existe pas dans le sens où, surtout en plus dans la période qu'on est en train de traverser, soit t'es un goujat, parce que même si les femmes, parce qu'il y a un genre de, j'espère que je vais pas aller dans un truc trop indélicat et sur une limite, mais il y a une hypocrisie de la femme sur ce sujet-là, c'est dans l'émancipation de la vision qu'on a des femmes, parce que en fait, quand tu joues le jeu de profiter de la vie et des rapports charnels, il y a des femmes qui vont mal le prendre. Le fait que toi, tu as juste envie de kiffer, elles vont l'accepter et derrière te le reprocher. D'accord? Et toi, tu vas être dans la position de celui qui profite de la femme comme étant un objet. Alors que dans ma vision des choses, si effectivement tu es un être pensant et cérébral comme moi, qui a conscience et qui sait ce qu'elle fait, et c'est quelque chose que tu peux partager aussi. Le fait de juste vouloir, ça fait pas de moi un mauvais, un joueur de femmes. Dire que moi je joue avec les femmes, c'est toi qui dis que du coup la femme est un objet et pas moi. Bien sûr. Parce que moi je suis juste dans un rapport en fait. Exactement. C'est un débat qu'on a eu avec Paul dans le Café au 7 il y a un mois et quelques sur le fait que effectivement, et tu viens de résumer les deux positions, c'est-à-dire que Paul arrive complètement à dissocier le fait d'être en couple, de profiter des rapports charnels comme tu dis et de kiffer et moi si tu veux je me mets un blocage et j'ai peu de rapports charnels comme tu dis parce que j'ai ce truc de je vois que je vais pas m'accrocher et du coup je vois qu'elle va sentir que j'ai profité alors que ça serait pas le cas pour moi. Exactement. Mais je veux pas lui donner cet état d'esprit. Et en fait, et du coup, c'est pour ça que je te dis ce truc de célibataire ça existe pas, parce que il y a forcément un moment où tu te retrouves dans la position de celui qui profite alors que tous les deux au départ on savait ce qu'on faisait. Tu comprends? Donc il va y avoir des moments où soit tu vas être dans cette position là, soit tu vas te retrouver plus ou moins en couple avec une fille, ou soit tu vas devoir mettre fin à des choses, à des relations, à des échanges. Et dans ce cas-là, te retrouver toi, quand tu rentres chez toi et que tu te couches dans ton lit, seul au final. Parce que ça, c'est un autre aspect du célibat tel qu'on est en train d'en parler, c'est que quand tu vas avoir ce rapport aux filles, elles savent que c'est pas que tu t'en fous, c'est que tu vas pas y mettre du sentiment et de l'implication. Et du coup, elles non plus. Et du coup, en fait, elles s'en foutent de toi. Oui, un peu. Tu comprends? Il y a, dès lors que... Parce que je crois que il y a des filles qui veulent profiter et tout, mais dès qu'il y a cette conception un peu où on se rapproche, où il y a de l'amitié qui est en jeu, il y a plein de choses qui se mélangent. Oui, bien sûr. Et du coup, la fille qui sait ce qu'elle fait avec toi et qui sent que ça se mélange, mais elle sait que c'est pas possible, dès lors qu'elle va trouver un mec avec qui elle va pouvoir vivre ça, t'existes plus. Tu comprends? Et donc, cette vie qu'on imagine de célibataire, qui kiffe et tout, c'est pas vrai. Tu kiffes pas en vrai. Tu kiffes un mois. Un mois, tu kiffes. Mais très vite, t'es là, tu te retrouves à courir derrière des filles, à envoyer des messages dans le vent,
à avoir C'est des marrant, vues. c'est drôle parce que moi, ouais, les vues sont horribles, mais moi, c'est marrant parce qu'il y a ce truc récemment de justement, j'ai écrit sur le fait que là, j'ai pas couché avec une meuf depuis septembre, et il y a ce truc de. J'essaye de me prouver à moi-même que je suis pas un animal et que comme j'ai pas trouvé une meuf, j'aurais pu. C'est ce que j'ai dit à Paul dans les derniers Café 7. Il y a plein de moments où j'aurais pu coucher avec des meufs, Ouais, mais je suis en train de. et ça, c'est un autre truc. Je suis en train de me dire, je Ça, suis c'est pas un un autre truc animal, quoi. important et que ma mère veut me mettre dans la tête. Ok. C'est marrant, je parle autant de ma mère dans le spectacle que dans cette interview. Qu'elle veut me mettre dans la tête, c'est genre, bah, t'es un dépendant affectif et tu dois apprendre à t'aimer toi-même. Ah, tu t'aimes pas toi-même? C'est une question. C'est pour ça que j'en viens à parler de thérapie, de psychologue. Tu dois, en fait, te sentir complet, juste toi. Bah déjà. oui, je comprends. Bah oui, exactement. Et du coup, peut-être que le vrai célibat, c'est ce que toi, tu es en train de faire. Ouais. Mais arriver au stade où, bah, je suis bien. Parce que j'ai mes centres d'intérêt, j'ai mes amis. Et en fait, le lien que je vais créer avec quelqu'un, ça va être que du plus. Et pas de la dépendance. Moi, aujourd'hui, si je vais, en tant que célibataire, créer du lien avec des filles, c'est par dépendance. Et si aujourd'hui, je vais mettre en couple avec une fille que j'aime, parce qu'elle existe, ça va être aussi par dépendance. Et c'est pas pour apporter un plus à ma vie. Mais tu vois, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est marrant ce que ta mère t'a dit, parce que je suis un peu d'accord avec ça, et c'est comme ça que j'ai analysé, par exemple, les 80% que je trouve des couples qui tiennent pas debout, et les 20%, c'est que je pense que les couples qui tiennent debout, c'est les gens qui se sont formés eux-mêmes, et qui forment un à eux-mêmes, et qui ont trouvé une autre personne avec qui être. Et les couples, moi, que je vois, qui sont une demi-personne, et grâce à l'autre personne, deviennent une personne à deux, ça me fait hyper peur, quoi. Ça veut dire flippant. que... Mais en même temps, c'est peut-être ce qui est beau aussi, c'est-à-dire que... Je pense que les couples de l'âge de nos grands-parents, c'était vraiment que des couples qui se formaient comme ça, de gens qui s'appuyaient les uns sur les autres. Non, peut-être pas. Mais en tout cas, moi, c'est qu'à cette période-là, ça aussi, c'est une réflexion que j'ai pour le spectacle, c'est que à cette période-là, ils n'avaient pas le choix comme nous. Ouais, c'est vrai. Pas simplement le choix Instagram et Snapchat. Non, c'est vrai. Ils n'avaient pas le choix parce que quand tu te séparais, en tant que femme, bah, on ne te voyait pas de la même façon que quelqu'un qui se sépare aujourd'hui. Ouais. Une femme qui se sépare aujourd'hui, c'est normal. Parce qu'on a beaucoup évolué. Mais à cette époque-là, ça craignait, quoi. C'était bizarre. Se séparer, c'était quelque chose de lourd, quoi. C'est vrai. Et c'était vraiment ancré dans les mœurs que tu te mets avec quelqu'un. Bah, t'es marié jusqu'à la fin. Donc, ça ne veut pas dire que c'était plus facile, mais je pense que c'est toujours pareil. C'est nous, si notre vie, elle était moins cool, on se poserait moins de questions. Peut-être, c'est drôle. C'est toujours ça. Donc le couple, c'est pareil. Ouais, c'est drôle. Mais c'est marrant parce que la façon que t'attends de parler, il y a aussi ce truc de... J'ai l'impression que tu cherches un peu tes mots, que tu te dis merde, peut-être que je vais passer sur une limite que j'ai... Et en fait, le fait d'avoir... C'est rare de te voir pas être sûr de ce que tu vas dire, etc. C'est aussi intéressant en vrai, parce que typiquement sur le spectacle que t'as fait là, et du coup peut-être sur l'amour, mais en tout cas c'est une question globale sur comment t'écris, mais est-ce que tu te poses... ne serait-ce qu'une seule fois la question de est-ce que tu peux dire quelque chose ou pas, est-ce que tu dois dire quelque chose ou pas, ou est-ce que c'est organique et après tu sélectionnes. Mais par exemple, si tu fais un spectacle sur l'amour, est-ce que tu vas avoir un travail de qu'est-ce que j'ai le droit, je pense que c'est organique et après je sélectionne. Ok. Et sur l'amour et sur les femmes, évidemment, là, surtout dans cette période, il y a des trucs que tu dois manipuler comme un chimiste, quoi. Mais est-ce que ça surtout dans cette période, c'est-à-dire que Ouais, parce que les mœurs sont en train d'évoluer et que il faut prendre des pincettes sur ces sujets parce qu'ils deviennent importants. Ouais, mais est-ce que c'est pas le problème? Est-ce qu'on devrait pas trouver le moyen d'être organique sur ces sujets, mais un nouveau organique, quoi? Peut-être, mais je pense que c'est tout le travail. Tu vois, quand t'aimes un truc de Bill Burr, c'est parce que il passe la tête de l'autre côté de la limite. Ouais. Il revient, mais il passe une épaule, un pied. C'est ça qui nous plaît. C'est de réussir à, oh putain, il a dit ça, il retombe sur ses pieds. C'est ça qui nous plaît. Tu m'as mis en tension, mais je vois ce que tu veux Et dire. du coup, ouais, c'est ça aussi que je pense que je vais essayer de faire, quoi, sur ce spectacle-là. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on s'interdit de dire, plus ou moins, tu coupes, tu tailles? Mais typiquement, Patrice O'Neill, qui a un spectacle qui date des années 90, sur le il fait 3 quarts d'heure sur son heure et quart sur les rapports hommes-femmes. À un moment donné, il parle des pussy waves, les ondes de femmes qui l'attaquent parce qu'il dit des choses qu'il faut pas dire et tout. Ouais. À la fin de son spectacle, le mec, il est encore regardable aujourd'hui, même si effectivement, il y aurait des gens qui diraient qu'il y a à redire ou quoi que ce soit, mais parce qu'on sent juste que tout ce qu'il dit, ça sort de lui en mode tel qu'il est organiquement et qu'il y a pas. Et je pense que ce qu'on reproche plus quand il y a un truc qui est mal dit, c'est le fait qu'on sent qu'il y a une arrière-pensée un peu négative, quoi. Alors que peut-être. Si t'arrives à, enfin bref, je sais pas. Peut-être, mais d'ailleurs, ça m'est revenu là en tête, l'autre spectacle qui m'a marqué dans cette idée de
raconter une chose, c'est Christopher Titus, Love is Evil. Pas vu. En fait, pendant tout son spectacle, il raconte... ouais, c'est pas vrai, il y a aussi Birbiglia. Christopher Titus, il raconte son divorce, en fait. Il raconte comment il a divorcé, ce que c'est que de traverser ça, tout ce qu'il y a autour du divorce, ce que ça implique et comment il s'en est sorti. Et en fait, tout son spectacle, il parle de ça. Et puis aussi, Mike Birbiglia, il pensait pas être en couple ou aimer, et puis il te raconte comment il a aimé. Et puis celui que j'ai vu en live, c'est il pensait pas vouloir avoir d'enfant, et il a fini par en avoir un, et il t'explique pourquoi. Ok. Et ça, sur tout un spectacle, c'était... Mais je crois qu'il y a aussi... il y a aussi dans... de la sincérité vers laquelle je vais naturellement. Plus... Ça veut pas dire que j'étais pas... Je crois que le mot sincérité, on utilise souvent ce mot-là dans le stand-up, mais c'est plus de l'introspection, quoi. Mhm. Tu vas chercher encore un peu plus Ouais, c'est en ça. toi. Tu grattes les couches, ouais. Parce que ça veut pas dire que avant t'étais pas sincère, c'est juste que tu connaissais pas ça, Bien sûr. ou tu t'interrogeais pas, ou tu prenais pas ce risque-là. Et je crois que de spectacle en spectacle, ou en tout cas beaucoup sur sur celui-là, j'ai déjà fait un pas vers ça, je crois un petit peu. Ça, on me dit, ah, t'es sur scène, t'es différent, t'as l'air plus sympathique, plus... Moi, je fais le parallèle avec moi dans la vie, en fait. Quand tu me vois au début, tu vois le mec un peu du premier spectacle, qui croit tout savoir, qui se la joue un peu, qui paraît hautain. Et puis là, sur le deuxième spectacle, tu vois qu'en fait, je me moque de moi-même, je suis un peu cool, je souris. Et après, je crois que sur le troisième, on va parler de choses intimes, quoi, comme quand tu rencontres quelqu'un. Ok. C'est comme ça que je vois ces trois-là, quoi. Ouais, tu parles de ça comme des strates d'intimité, quoi, en fait. Ouais, parce que je me rends compte que naturellement, parce qu'on m'a beaucoup dit ça sur ce spectacle. Putain, t'es beaucoup plus cool, t'es beaucoup plus ouvert. Moi, j'étais là, mais j'étais un enculé avant, personne m'a dit Mais qu'est-ce qui se passe. mec, tu sais même pas, moi, quand les gens, là, je disais que tu venais à des... Il y a des gens qui... Mais il est sympa, Farid C'est et marrant. les gens posent la question, hein. C'est marrant. Ils posent la question. Mais parce qu'il y a tout un style, il y a tout un truc. C'est-à-dire que t'as quand même une espèce... Et ça, je pense qu'il y a aussi le côté, c'est pas que ce que tu dégages en termes dans tes textes, est-ce qu'il est sympa ou pas, c'est... T'as aussi une espèce d'aura de personne, tu vois, on sent qu'il y a un truc... Enfin, le fait que tu dises que t'as placé sur scène, donc que des gens te regardent, donc que tu performes devant des gens, bah, ça se ressort de toi aussi, et ça impressionne beaucoup de gens, je pense. Ouais. Tu vois, et en parlant comme t'en parles au deuxième spectacle, je pense que ça, c'est pas que ça le casse, mais ça fait dire, ah mais oui, en fait, on avait oublié, mais que c'est une vraie personne. Enfin, moi, c'est ce qui m'arrive quand je rencontre des gens qui m'impressionnent, c'est, ah oui, mais en fait, j'ai oublié que c'était une vraie personne, cette personne, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup... c'est pas que c'était pas moi, mais ce personnage que j'avais sur scène, qui ressemble vraiment au mec que je suis quand je rencontre des gens, quoi. Mais ça, mais moi, Pas quand je rencontre quelqu'un qu'on discute, mais si on est au même endroit et qu'il y a un groupe et qu'on se connaît pas trop, je vais être... Tu sais, la carapace que t'as parce que qui est de la timidité, hein, mais tu vois, je parais très sûr de moi, je suis un peu introverti, mais du coup, t'as l'impression que je fais le mec mystérieux, tu vois. Je fais plus de sarcasme que de blagues et pas toujours bien placé, tu comprends. Et sur scène, dans le premier spectacle, je crois qu'il y avait ça. Et qui est moi, mais une partie de moi, enfin une strate de moi, tu comprends. Ouais. Et en fait, quand on m'a dit ça sur le deuxième, je me suis dit, tiens, c'est étonnant. Et là, dernièrement, j'étais au King's Comedy à Bruxelles et j'ai testé un truc. Et en fait, la veille, j'ai appris que mon ex était en train de passer à autre chose. Et j'étais vraiment genre... Je pensais pas revivre ce truc-là, tu vois, une deuxième fois, parce que j'étais amoureux une fois pendant très longtemps, et il y a eu cette deuxième fille, et je pensais pas vivre ça avec autant de douleur comme ça, tu vois. Je pensais pouvoir être prêt à vivre ça, en fait, pas du tout. Et le lendemain, j'allais à Bruxelles faire de la promo, et Guillermo Guise, que j'aime autant sur scène que dans la vie, il m'a dit, viens, passe si tu veux jouer et tout. Moi, j'allais juste voir, je dis, putain, cool. Et du coup, avec les petites notes que j'avais de ce que j'avais envie de parler et ce qui m'était arrivé, j'ai écrit un truc et j'ai peut-être fait 3-4 minutes du premier spectacle et je suis resté 10 minutes sur scène à faire que des trucs nouveaux. Et en sortant, alors évidemment c'était un peu, c'était pas hyper rodé, tu vois, mais en sortant, il y
euh, une humoriste que je connais, qui m'a déjà vu sur scène et tout, qui m'a dit mais tiens, c'est marrant, c'est étonnant de te voir comme ça, sur scène. Ok. Et du coup, je me suis Ça dit, fait plaisir, ça, non? ouais, un petit peu. Ouais. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être ça le cheminement, en fait. Ok. Là, je l'ai intellectualisé, je te le raconte comme si je l'avais prévu, mais je crois que c'est un cheminement dans lequel je suis naturellement dans mon rapport à mon stand-up. Mais parce que c'est pareil de choses, à mon avis, c'est pareil de choses. Je pense que ton premier spectacle que j'ai vu, c'était ce que tu avais observé, machin, ce que tu avais envie de dire au début. Après, la parler de la France, c'est un sujet compliqué, mais que tu maîtrises encore. Et l'amour, je pense que c'est un truc que tu maîtrises pas. Enfin, comme tu dis, je pensais pas penser ça quand c'est arrivé. Tu vois, je pensais pas que ça me ferait autant de mal de savoir qu'on allait se passer à autre chose. Et les réactions que tu comprends pas, je pense, enfin, ça doit être, tu vois, toi qui t'es quand même dans le contrôle, j'ai l'impression, tu sais ce que t'es, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas, tu veux tout contrôler. Et le fait de pas contrôler et d'être dans la merde, ouais, peut-être. Tu sais, il y a un côté merde. Ouais, peut-être. Mais surtout d'être dans une zone d'inconfort. Bah, ouais. Mais tu vois, Jason et moi, on se dit déjà que c'est le spectacle qu'on va préférer. Mais tu sais qu'il y a des gens qui sont 99% du temps hors dehors de leur zone de confort. Moi, je me suis créé un monde où je peux être 90% du temps dans ma zone de confort. Ouais. C'est génial, parce que je pense que c'est le but, c'est d'être dans sa zone de confort, hein, c'est kiffer, quoi. Mais en sortir un peu, je pense que ça t'ouvre aussi un peu des... ok. Ouais, peut-être, ouais. Mais en tant qu'artiste aussi, c'est... Tu vois, l'angoisse que j'avais sur ce spectacle, c'est qu'on dise « Ah, le premier, il était mieux. » Et l'angoisse que j'ai sur celui d'après, c'est « Ah, on a compris. » Ouais, je vois. Et ouais, avec Jason, on a déjà... Quand je te dis que je le vois, parce que je lui en parle beaucoup de ce truc que je veux écrire, on se dit déjà que ça va être notre préféré. On sait que celui-là, Hexagone, il est plus fort que celui d'avant, parce que c'est tous les retours qu'on a. Et en termes d'efficacité, moi, je me suis jamais senti aussi efficace sur scène. Ouais. Tu vois, il y a des passages, ça passe, et je suis tellement rassuré. Je dis, si vous saviez ce qui vient derrière. Ouais. Je suis hyper rassuré. Et je pense que c'est un niveau d'efficacité sur ce que je fais que j'aurais peut-être pas autant après. Mais je sais que celui où je vais donner le plus de moi et me trouver le plus et être plus dans l'intimité, c'est celui d'après. Je te le souhaite ou je te le souhaite pas? Bah ouais, je crois que t'as envie? Souhaites. Ouais, je pense, ouais. Non, parce que tu peux aussi ne pas avoir envie d'ouvrir cette boîte, quoi, parce que c'est peut-être aussi... Ouais, si, j'ai envie, j'ai l'impression que c'est... Ouais, c'est un passage... presque obligatoire pour te... Tu sais, je vois vraiment ce qu'on fait comme si on était des Jedi, quoi. Ok, dans quel sens? Dans le sens où des shinobi dans Naruto. Tu regardes pas les mangas? Non, je regarde pas trop les mangas, mais qu'est-ce que tu rates? Je regarde quelques-uns, quoi. Je connais Dragon Ball Z, mais... Non, tu sais, dans le rapport à... Vraiment, en tant qu'artiste, dans ton rapport à ton art, quoi. Mm-hmm. Dans l'idée que, en fait... ça, c'est un truc que j'ai pas encore vraiment acquis, mais ça va venir. C'est Adib qui essaie vachement de nous faire comprendre ça. J'ai eu pas mal de discussions dans ce sens-là. C'est que, tu sais, malgré toi, tu te sens en compétition avec les autres. Mm-hmm. Bien sûr, tout le temps. Avec tous les autres humoristes. Peu importe ce que tu fais. Et en fait, il faut réussir à avoir cette compétition avec toi-même. Bien sûr. Parce qu'en fait, c'est là que ça se fait. Tu vois, Jimo... ce qu'il est aujourd'hui, c'est pas qu'il l'était pas avant. C'est qu'il l'avait pas trouvé, il l'avait pas créé, il l'avait pas modulé, quoi. Ouais, bien sûr. Et il sera encore autre chose dans quelques années. Ouais, mais il a réussi à être ce qu'il avait vraiment juste. Mais tu l'as aussi. Enfin, il y en a plein qui l'ont déjà quand même, quand tu regardes un peu la scène. Non? Parce que là, maintenant, même pour parler purement de stand-up, mais quand on... Enfin, pas purement de stand-up, mais d'humour en tout cas, mais tu fais partie quand même maintenant des gens qui, dans l'humour en France, vendent le plus de billets quand même, c'est pareil. Ouais. Enfin, tu fais partie des gens qui... Et quand toi, tu vois l'humour français, la proposition de l'humour français, comment... comment tu vois l'évolution? Ça fait longtemps que t'es dedans, etc. Comment tu vois où ça va, à ton avis? Enfin, tu vois, il y a Jim Carrey, où ça va ou c'est aujourd'hui, c'est différent. Où c'est aujourd'hui, plutôt, d'ailleurs. Où c'est aujourd'hui, c'est pas encore... c'est tronqué encore. Tu vois, les gens, ils ne savent pas encore. Ouais, ils savent pas encore. Tu vois, le fait que... Et c'est cool, déjà, qu'on puisse dire ça. On me dit en interview, ah ouais, c'est marrant ce stand-up un peu différent, un peu réfléchi, avec des idées et tout. Et ma réponse systématiquement, c'est mais ça, c'est pas moi, c'est le stand-up à Paris en fait. C'est juste que vous les connaissez pas. Ouais. Tu vois.
Et donc, Après, il y a encore cette étape-là. Mais ce qui est fou, c'est qu'on nous, on sait que c'est en train d'arriver. Ça va arriver. Demain, j'espère du fond du cœur que les gros remplisseurs, ce sera Jimo, Roman, il l'est aussi un petit peu déjà. Ouais. Roman, il l'est déjà. Hein. Après, ça va faire qu'augmenter à l'échelle nationale et tout le monde connaîtra son nom. Mais j'espère que ce sera lui, Panayotis, Jason, tu vois. J'espère qu'il y aura vraiment un marché. Le marché, il existe déjà. Juste, il va grossir. Donc, la proposition aujourd'hui, elle est pas encore... elle ressemble pas encore à ce à quoi ressemble vraiment le stand-up en France, mais ça va venir. Mais parce qu'il y a quand même des choses. Enfin, typiquement, là, j'étais en tournée avec. J'ouvrais pour Verino ce week-end. Et du coup, quand je rentre, je mets la télé à 22h30 dans ma chambre d'hôtel. Tu vois, t'as que ça à foutre. Et il y avait sur C8, pas en direct, je crois que c'était en différé, mais en tout cas, le spectacle de Michel Leb, les 40 ans de Michel Leb, etc. Ouais. Et là, en fait, j'ai vu. Donc, déjà, j'ai vu des blagues. Mec, il y a des blagues. Grave, enfin excessivement grave quoi encore, tu vois, alors que ça passe à la télé sur C8 à cette heure-là, c'est très très grave avec des accents, avec des choses comme ça, enfin c'est très très grave. Et tu te dis en fait, ça c'est une proposition du samedi soir à 22h30 sur une chaîne que tout le monde regarde, et c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a quand même aussi, enfin les gens voient ça. Alors moi ça me dérange pas, je suis pas en mode pourquoi vous montrez pas plutôt mes copains, c'est pas le problème de qui gagne ou qui gagne pas, mais ce que je veux dire c'est que les gens sont biberonnés à ce genre de spectacle quoi. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très naturel. C'est très naturel. Les gens, ils voient encore ça comme quelque chose de très américain. Ils ne voient pas les chansonniers qu'ils peuvent avoir en nous. Et alors que ça, c'est une tradition très française, tu vois. En vrai, c'est la même chose. On dit le stand-up, c'est américain. Les chansonniers, c'est la même chose. Ce qu'ils font, c'est la même chose. Sauf qu'il y a le rapport à la vie de tous les jours, au quotidien. Mais tu vois, c'est un truc... Le stand-up, c'est un truc hyper naturel. C'est pas comme... c'est vraiment différent que de jouer au basket, quoi. Le basket, ouais, ça a été inventé par les Américains et il fallait trouver le truc. Mais le stand-up, c'est tellement tout ce qu'il y a de plus naturel. Il y a plein de gens autour de toi que tu connais, c'est des stand-uppers. Ils viennent, ils te racontent un truc, ils ont une manière de voir les choses qui est différente. C'est des stand-uppers, tu comprends ? Et ça, déjà, et puis aussi... c'est une histoire de temps, tu vois. Skyrock, avant, c'était une radio qui ne passait pas de rap. Aujourd'hui, ce qui vend le plus en France, c'est le rap. C'est Soprano, c'est Maître Gims, tu comprends ? Et aujourd'hui, Maître Gims, d'ailleurs c'est Gims, il ne veut plus qu'on l'appelle Maître Gims. Si tu es en France, tu le connais. Ouais. Et donc, je pense que c'est une histoire de temps. Nous, on est à l'époque où... Là, voilà, Skyrock est en train de devenir une radio rap. On est à ce moment-là. Ok, donc il y a encore du temps à... Tu te rends compte, on est le rap des années 90. Franchement, c'est cool en vrai, non ? Je crois que c'est cool. T'aimes bien être au début d'un truc parce qu'on est quand même une génération sans aînés, quoi, en termes de stand-up. C'est pas vrai. Il y a eu le Jamel Comedy Club. Oui, mais moi, je mets ça plutôt dans notre génération à nous. C'est-à-dire que oui, il n'y a pas 1980, 1990, 2000. Ouais, je sais pas, parce qu'il y a vraiment les années 2000 dans le stand-up et après 2010. Ok. Je crois. Il y a vraiment un avant-après. C'est deux générations différentes. Il y en a qui ont vraiment traversé les deux, comme Blanche avec brio. Mais je crois que, ouais, eux, c'est... eux, justement, ils étaient quand le rap était stigmatisé, quoi. Ouais, c'est vrai. Assimilé à un truc qu'on veut pas voir, qui est trop dans les quartiers, tu comprends ? Et nous, on est dans cette partie où, ouais, on va passer en radio et avoir notre radio, parce que les mœurs ont évolué, parce qu'on s'intéresse plus à nous, parce qu'on s'est un peu plus ouvert l'esprit, et parce que... voilà, l'équipe de France est allée en finale en 2006. Parce que... tu comprends, il y a tout ça, quoi. Il y a tout ça. Ok, bah écoute, on va voir. Hein. Et après, c'est à nous aussi d'être plus drôle, enfin, à toute la génération aussi de progresser, quoi. Et si à un moment donné, tu deviens, je sais plus, je crois que c'est Steve Martin qui dit ça, mais si tu veux devenir indéniable, deviens indéniable entre guillemets, tu vois. Genre, c'est à toi de devenir la personne qu'on peut plus louper, quoi, entre guillemets. Alors pour l'instant, effectivement, on peut encore complètement louper. Certaines personnes, faut progresser, quoi. Ouais. Ça prend du temps. Ah ouais, ça c'est toute une vie, je crois. Ok, bon, en tout cas, du coup, Bercy, il y a encore des places ou pas d'ailleurs, je me rends pas compte. Écoute, il y en a encore. Mais beaucoup ? Il y en a quelques-unes.
on a dépassé les 2 premières jauges. Donc là, on est dans... Dans le fignolage? Non, on est dans dépasser ce qui a été fait en une date en humoriste. Ah ouais? Ouais, parce que vu que je suis dans une configuration centrale, c'est forcément plus que ce qui a été fait. Ah, tu vas être en configuration centrale? Bah oui. Ah ouais. Je savais pas ça. Bah oui. Enfin. Tu vas être au Louis centre de... Dubs. Ouais. Ah, c'est ouf. Ah ouais. Ok. Du coup, c'est forcément plus que tous les spectacles qui ont été joués en humour là-bas. Si on remplit. T'as envie de battre des records ou pas? T'as le truc de record en toi? En fait, Bercy, c'est aussi dans cette idée-là. C'est d'aller au bout de cette idée que t'as des choses à prouver. Mhm. Que tu dois atteindre des paliers et battre des records. Je pense qu'avec Bercy, je vais arriver au bout de ça, pas parce que je vais faire quelque chose d'exceptionnel, mais parce que dans ma tête, je vais être en paix avec ça. Parce que je me rends compte que même quand tu fais Bercy, on n'en a rien à foutre. Qui en a rien à foutre? Bah, ça change pas grand-chose. Ça change des choses. Je serais malhonnête de dire ça change rien. Mais dans l'idée que tu te fais de quelque chose d'exceptionnel, du respect, de la réussite, en vrai, il n'y a que toi qui vis ce que tu vis. Tu comprends? Tu n'as jamais la réaction que tu veux quand tu dis que ah bah ça y est, je fais le Jamel Comedy Club. Parce que pendant des années, on t'a dit tu devrais faire le Jamel Comedy Club. Tu n'as jamais cette réaction que tu veux quand tu dis je vais jouer à l'Olympia. Parce que pendant des années, on t'a dit peut-être qu'un jour, on te verra à l'Olympia. Tu n'as jamais cette réaction que tu veux quand tu dis que t'es passé chez Ruquier. Parce que pendant des années, on t'a dit peut-être tu feras pareil pour Netflix. Ok. Tu comprends? Ok, l'anticipation. Et en fait, Bercy, c'est le bout de ça. Quand tu fais Bercy et que tu te rends compte que bah, pour des gens, c'est normal. Ou genre, c'est banal. Tu dis, ben non, les gars. Non, pas du tout, non. Ouais. Je fais Bercy. Ouais, au milieu. Et en fait... Au centre de Bercy. Ouais. Non, mec, ça m'a marqué. Mais vas-y, pardon. Et en fait, c'est une vraie leçon. Ok. De se dire que, bah, tu vois, moi, depuis des mois, je dis, c'est pas moi qui vais y aller, c'est mon ego. Ouais, ok. Tu comprends? J'ai vraiment dit, on va faire Bercy. Effectivement, j'avais pas fini d'écrire mon spectacle. Parce que il y avait cette idée de dire, regardez, je peux faire ça, moi, si j'ai envie. Ok. Je peux faire Bercy, et c'est ça que moi, je dis que je vaux. C'est pas vous qui allez me dire ce que moi, je vaux. Moi, ce que je vaux, ce que je décide, c'est Bercy. Et donc, c'était dans cette idée-là que je l'ai fait. Ouais, j'ai l'impression que le Bercy, c'est un peu Fariv tue son ego en direct à Bercy, quoi. En mode, c'est la fin du jeu de ton ego, quoi. Exactement. Ok, donc tu vas passer la plupart de ta vie sans ego ensuite. T'as envie de te débarrasser de ça? C'est un combat que j'ai pour moi, en tout cas, de me débarrasser de cet ego. Dans ma vie, je pense pas, parce que l'ego, t'en as toujours un peu besoin. Ok. Mais dans ma carrière, dans mon rapport à mon art, je pense qu'il faut le laisser de côté. Ok. Ouais. Ok. Parce que sans... Ouais, ok. À partir d'un certain moment, quoi. Enfin, bah là, j'ai le faut en avoir au début, je pense. Au début, ouais. Je crois, ouais. Même, non, je sais pas. Parce que tu vois, au début, après, moi, ça s'est plutôt passé, tu vois, calmement et de manière cool. J'ai pas trop eu d'embûches. Il y en a eu, mais pas trop. Mais quand même, j'aurais aimé, comme Trunk du futur, ouais. qui viennent me voir et qui me disent, je te jure, t'as le temps. Ouais. Je te jure, prends ton temps pour devenir bon sur scène. Le temps que tu vas prendre sur scène, c'est le temps que tu vas gagner après, quand eux, ils seront occupés à aller faire des premières parties, aller faire cette émission en télé, aller faire des vidéos, aller passer dans des films ou dans des séries. Prends ton temps sur scène. Bien sûr, ouais. Et en fait, ce qui t'empêche de prendre ce temps-là, c'est l'ego. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais est-ce que par exemple, là, maintenant, quand tu regardes en arrière, tu te dis... est-ce que tu as cette phrase de les années où je prenais mon temps à l'époque, c'est les plus belles années de ma vie ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que je le vivais pas comme ça. Ok. Tu comprends? Il y a personne à côté pour te dire. Tu vois, Panayotis, la chance qu'il a eue, vraiment, la chance qu'il a eue, c'est de pouvoir être côtoyé des mecs qui ont traversé ce truc-là. Tu vois, Jason, moi, Adib, Kader, même un petit peu, quand les échanges qu'il a eus avec lui. Et d'être rassuré sur le fait que
Là, aujourd'hui, ce que tu fais, c'est de la merde, Mhm. mais c'est normal. Mhm. Et c'est là que tu es en train de créer l'humoriste que tu vas devenir. T'inquiète pas. Le but de ce que tu es en train de faire là, c'est que tu sois content au moment où tu es en train de le faire et que la semaine prochaine, tu trouves que c'est de la merde. Ouais, je comprends, mais c'est très dur parce que justement, j'en ai parlé avec Virginie Fortin dans un podcast il y a longtemps du coup, mais ce truc, j'ai eu ce déclic de merde, en fait, c'est horrible parce que quand t'anticipes un peu, ça veut dire que typiquement, moi j'en suis à un stade où je dois détester ce que je fais, mais je suis devant des gens quand même, et ces gens-là ils existent et je peux pas non plus prétendre prendre le micro et Ouais, me dire mais dans ma tête c'est de la merde, mais je suis là quoi. En Parce fait, que j'ai besoin de progresser. tu les détestes pas. C'est pas dans ce sens-là. Tu commences pas par te dire c'est de la merde et ensuite tu fais quelque chose de mieux. Tu fais quelque chose de mieux et tu te dis ah putain, je faisais ça. Mhm. Tu comprends? Il y a un moment donné, tu arrives à un stade où. Moi, j'ai le premier sketch où j'étais vraiment fier. C'est mon tout premier passage de Jamel Comedy Club où je parlais d'un mec qui plantait sa prof d'espagnol. Mhm. Et j'étais arrivé à un stade où j'avais eu un déclic dans ma tête. Où avec le même sketch, la confiance avait fait que ça passait à chaque fois. J'ai des gros rires. Je jouais sur les plateaux du soir au Paname parce qu'à l'époque, c'était pas facile comme aujourd'hui de passer sur les plateaux du soir. C'était le lundi où il y avait des gros plateaux et tout. Et une fois par mois. Des fois, tu pouvais placer une tête parce que ton truc il fonctionnait. T'en parles déjà comme des loupards. et je me rappelle de ce sketch quand ça fonctionnait. J'étais putain, je tiens un truc, ça y est. Et à l'époque, déjà, je disais, parce que je traînais beaucoup avec Malcolm to the World à l'époque. Et je lui disais, ouais, moi, dans 2 ans, je pense que dans 2 ans et demi, je me vois faire la cigale, ouais. Et en fait, ce passage-là où j'avais énormément de confiance dessus. L'année d'après, je fais le legging Ouais. et Christiane Taubira. Et vraiment, déjà, ça n'a aucun rapport, quoi. Et aujourd'hui, quand j'écoute, des fois, ils mettent des passages, ils n'ont pas les bons passages. J'entends le legging, je me dis, je parlais vraiment de cette façon-là. Ah ouais, Vraiment. ouais. Tu comprends? Et Ouais. c'est-à-dire qu'au moment où je le fais, j'en suis tellement fier, c'est tellement... Je venais d'intégrer la troupe du Jamel Comedy Club, on faisait des salles comme le Cirque Royal à Bruxelles, c'était incroyable de pouvoir jouer. Et ce sketch qui fonctionnait si bien, le jouer là-bas, c'était exceptionnel pour moi. Et aujourd'hui, pouvoir me dire, je fais tellement mieux, c'est ça le truc en fait. C'est pas de le détester à ce moment-là, c'est, ok, ça c'est bien, mais je peux faire quelque chose de mieux. Et ça te saoule pas qu'il soit quelque part? Enfin, t'aurais pas envie de l'effacer pour que les gens voient que t'es content que ça existe sur internet pour que les gens puissent Ouais, voir tu sais comment quoi, il y t'étais a avant? il y a même des vidéos de moi, de trucs, quand je les regarde, j'ai chaud au visage. Tu comprends? Mais Je comprends. c'est tellement fou de se dire, je pars de là. Ok. C'est tellement fou. Parce que si je pars de là et j'en suis arrivé où j'en suis aujourd'hui, c'est que là où j'en suis aujourd'hui, je peux encore évoluer énormément. Bien sûr. Une espèce de quête infinie, on en parlait avec Paul, mais ce Ouais. truc de. Ça se trouve, on est à 5% de nos capacités. Exactement. Ouais, c'est ouf. Ah ouais. C'est ce qui est rassurant avec Enfin, c'est les métiers rassurants, c'est les métiers où tu te dis tu peux progresser un peu toute ta vie, quoi. Ouais, après, t'as des mecs... c'est comme les mecs beaux au collège. Après, tu les croises plus tard, ils le sont plus. Ouais. Donc, je crois que... C'est Kader aussi qui m'avait dit ça, cette phrase. C'est marrant, il m'avait dit... je crois qu'il faut pas être beau trop tôt parce que ça s'épuise. Ouais, c'est sûr. Et j'ai l'impression que dans le stand-up, il y a un truc un peu comme ça. Parce que Chris Rock, il y a des images de lui. Il a 17 ans. Et tu le vois, c'est Messi, quoi. C'est Messi. Il a pas cravaché pendant des années et des années pour trouver son truc. Le mec, c'est lui. Mhm. C'est trop fort. Il a 17 ans, c'est lui qui écrit. C'est trop fort. Et aujourd'hui, Netflix, c'est moins impressionnant que Dave Chappelle. Comment ça? Bah, c'est Tambourine, Ouais. avec l'accent. T'as pas aimé trop? Je sais pas, j'ai pas aimé moi, Chris Rock, c'est mon Ok. numéro 1 à vie. Ah, ok. Mais il y a un truc qui s'épuise. Il y a un Bien truc qui pressure un s'épuise. peu. Pressure, moi j'adore. J'ai toujours aimé ça, mais c'est moins fort, quoi. C'est moins Ok. puissant. Il y a un truc qui s'épuise. Je sais pas si c'est naturel, c'est normal. Les mecs comme Georges Carlin, il doit en avoir un tous les je sais pas combien. C'est comme des Zinedine Zidane, quoi. Et après, il faut savoir se retirer, quoi. Tu penses qu'il a un moment où il devrait savoir se retirer? Il est arrivé tellement tôt. Ouais. T'as tellement tout vu de Non, mais lui. surtout, en fait, moi, il y a ce débat de. En plus, il a la. Enfin, dire que là, il n'y a plus que la passion qui le fait tenir parce qu'il a la thune pour s'arrêter, quoi. Ouais. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai vraiment ce truc de. Et je l'écris assez souvent de. Si un jour je gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup de thunes en faisant ce que je fais, enfin.
faut que t'aies un chiffre et que t'arrêtes, quoi. J'ai pas envie d'être le mec qui est multimillionnaire et qui est sur scène, quoi. Parce qu'à un moment donné, je trouve que ça a plus trop de sens de. Enfin, tu vois. Moi, c'est ce que je trouve très cool. De la même manière qu'un mec comme cet enculé de Paul de Chavannes, il peut, même si il va dormir dans. Tu sais, il respire ça, t'as le sentiment, même s'il doit dormir sur un matelas, il fera ça. Et bah, le fait qu'un mec qui a tout dans sa vie, il ait besoin d'aller là-bas sur scène, je trouve ça merveilleux. J'ai vu Judd Apatow sur scène, je me dis putain, c'est incroyable. Le mec est multimillionnaire, il a fait je sais pas combien de films. Sur Netflix ou tu l'as vu en vrai? Je l'ai vu en vrai au Comedy Store. Ok. Parce que je vais à LA des fois et tout. Yes. Et voir ça, moi, ça m'a. C'est bouleversant, quoi. Tu te dis, c'est ça un artiste. Ok. Ah ouais, le mec. Moi, je le vois un petit peu comme un mec qui veut faire partie des cool kids en prenant sa Comedy Gold en mode bah, je peux passer, je suis Judd Apatow, tu vois, qui grille les étapes, qui est pas encore assez bon et du coup qui passe devant des mecs qui sont plus forts que lui mais moins connus et qui. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'ai vu son special mais sur Netflix. Il en faisait Netflix. déjà avant du stand-up Judd Apatow. Il en a fait 2-3 ans, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vu son special sur Netflix, il partait plutôt bien pendant 2-3 minutes et après j'ai fait ah merde, ok, en fait il a utilisé sa carte gold à Netflix pour avoir son spectacle, mais c'est pas un vrai spectacle d'un mec qui a fait 10 ans de route et ouais, qui, le Netflix c'est différent. Tu vois, le fait, peut-être. moi, d'être dans un petit comédie club, c'est pour ça que j'ai demandé où tu l'avais vu. Judd Apatow, il a pas du tout à être là. Ouais. Mais il fait ça parce qu'il a besoin, parce qu'il a envie, parce qu'il aime ça, parce qu'il a le sentiment qu'il peut encore apprendre et faire des choses. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Réussir à rester un artiste quand tu as tout le matériel, tout le matériel, je veux dire l'argent et tout. Pour moi, c'est... Et en plus, réussir à trouver des choses à dire, quoi. C'est... Bah, on le voit un petit peu, tu vois, avec Kevin Hart. C'était... Là, le dernier, il est mieux. Mais celui d'avant, tu commençais à sentir, il s'essouffle un petit peu. Il s'essouffle, le mec. T'es trop millionnaire. Bah oui, t'es trop millionnaire, c'est une bonne phrase, mais c'est vrai. Genre, à un moment donné, tu peux pas faire des bons trucs. Enfin, quand t'es autour de ta piscine avec tes 15 Lamborghini dans le garage et tes cocktails partout. Alors, attends, qu'est-ce qui m'énerve en ce moment? Qu'est-ce que je vais dire sur scène? Bah, pas grand. Enfin, tu vois, tout le monde a ses. Enfin, typiquement, moi, il y en a que j'aime beaucoup, les stand-uppers que j'aime beaucoup, généralement, c'est des gens qui ont ce point commun d'avoir gardé une vie assez simple, entre guillemets, dans leur vie à côté, quoi. Enfin, ou en tout cas, qui sont restés en adéquation avec ce qu'ils sont pour pouvoir sortir des choses, quoi. Parce qu'à partir du moment où, enfin, tu vois les vidéos de Kevin Hart chez lui, c'est plus une vraie vie qu'il a, c'est très très dur de... Ouais, bien sûr. Tu vois ? Et ça se ressent parce qu'il a moins de choses à raconter, mais ça reste un mec très drôle, quoi. Non, bien sûr, après, bien sûr, il y a le skills que tu as développé pendant 10-15 ans que tu peux pas enlever. Un mec enlever. très drôle, parce qu'on oublie aussi ça souvent, c'est que les gens, ils viennent voir des mecs drôles aussi. Bien sûr, c'est justement ce que je dis. Ouais. C'est comme, bah voilà, typiquement Sébastien Maniscalco. Trop riche et en même temps pas assez conscience d'eux, parce que si t'es aussi riche que ça, trouve des vannes à tes moments de jeu, quoi. Ok. Tu l'as vu le dernier sur Netflix? J'ai pas aimé. Bah ouais, c'est beaucoup de moments de jeu brillants, genre c'est insensé tellement il peut te faire rire avec rien. Et derrière il y a pas les vannes, quoi. C'est troublant. Tu te dis ouais, du coup, si même là-bas les gars, quand vous commencez à gagner de l'argent, ça devient comme ça, c'est compliqué, parce qu'ici on a l'habitude, on en a vu plein, on va pas citer des noms, mais s'y mettre là-bas, surtout un mec aussi simple que Maniscalco, en tout cas de ce qu'on a vu. Mais on a toujours Dave Chappelle, donc ça va aller, on va s'en sortir. Ah ouais, Dave Chappelle, c'est marrant parce que moi, le premier spectacle, il m'a pas marqué du tout. Je reconnaissais, le mec est très fort et tout, mais ça m'a pas traumatisé, quoi. Mais ce qu'il a mis sur Netflix, et quand je regarde ça, pour moi, je suis vraiment à un stade où genre, on fait pas le même travail. Ouais, mais lui, j'ai honte de ce que je fais, quoi. Mais vraiment, c'est un shot de putain, on peut faire ça, c'est trop, quoi. Vraiment, je regarde, je me dis c'est trop, quoi, c'est pas possible d'écrire des trucs comme ça. Ouais, le mec il le fait t'as l'impression que c'est plus ou moins, ça vient plus ou moins naturellement en plus. C'est pas possible, quoi. Comment, c'est quoi ta formule? Et du coup c'est 30 ans de scène et une introspection intime qui te permet de, quand tu parles, t'es marrant et profond, quoi. Et comment il s'appelle? Le petit blanc qui est tout le temps avec lui. Neil Brennan. C'est aussi Neil Brennan un peu. Oui, il y a du Neil Brennan, mais tu vois, genre je pense que Dave Chappelle, quand il joue, c'est des mecs qui
qui écrivent, en fait, ils parlent 2-3 heures, et puis il y a des gens qui Ouais. prennent des notes, et à la fin ils disent ça c'était marrant, et ils le refont Ouais, le ouais. lendemain, et il est pur, quoi. Parce que Neil Brennan, c'est aussi, ça a été aussi un choc pour moi dans le stand-up. Techniquement, c'est trop fort, quoi. Ouais, bah lui c'est quasiment Trop l'autisme, fort. ouais. Ah ouais, c'est trop fort. C'est trop une comparaison, j'en ai pas. Bah non, puisque Ah ouais. c'est qu'à partir du moment où t'es plus Ah non, fort, c'est c'est trop fort. pas comparable. Mais voilà, tant que t'as des mecs comme ça, on se dit, on peut peut-être le faire. Puis il y a aussi ne pas faire de. Tu vois, dans le cas de Kevin Hart et Sébastien Maniscalco, il y a une demande, on essaie de répondre à la demande, on veut faire plus gros, plus fort, plus de monde, plus Ouais, de. bien sûr. Et t'es moins dans l'attente d'avoir des choses à raconter, de l'inspiration qui vient. C'est de la démonstration de force, ouais. Ouais. Donc il y a ça aussi, savoir. Là, je vais prendre un temps. Ok. Moi, je sais que je vais avoir beaucoup de douleur, d'efforts et de temps pour écrire le prochain. Ça va être le plus douloureux. Et je sais qu'il va y avoir énormément de temps entre le 3e et le 4e. Ok. Déjà là, entre celui-là et l'autre, je pense qu'il y aura un petit moment. Mais entre le 3e et le 4e, je pense que... C'est marrant la façon que t'as de pouvoir parler entre le 3e et le 4e alors que t'es pas fini de Ouais, jouer ouais. le 2e, quoi. Ouais. T'as vraiment un plan figé, quoi. C'est vraiment pas quelque chose... C'est plus quelque chose de... C'est moins quelque chose de cérébral que quelque chose de viscéral. C'est un truc que je sens en moi, quoi. Ouais, faire confiance à son instinct. Ouais. Mais moi, c'est un truc que j'arrive pas du tout à faire. Qu'on me répète souvent de faire confiance à ce que tu arrives à voir, et quand tu as ces espèces de visions et tout, se faire confiance. Mais j'arrive pas à comprendre comment on peut se faire confiance à soi, quoi. Mais je vois ce que tu veux dire, en vrai. Hein. Mais je n'arrive pas à le faire, quoi. Il y a toujours une voix qui me dit, mais non, arrête, tu déconnes, quoi. Je pense que se faire confiance, c'est tester beaucoup jusqu'au moment où tu réussis. Et quand tu as réussi, c'est garder ce sentiment. En fait, quand j'entreprends, je peux réussir. Ok. Je crois. Hein. Ok, il y a eu des moments dans les 10-12 ans là, de machin où tu t'es dit je vais peut-être arrêter, et si c'est le cas, qu'est-ce qui t'a fait que t'as pas arrêté? Jusqu'à mon premier spectacle, jamais. C'était... Je peux pas faire autre chose de ma vie, quoi. Ok. C'est ça. Et après le premier spectacle, vraiment les mecs comme Dave Chappelle et un ou deux humoristes français et Adib Al-Khalidé, ça m'a donné envie d'arrêter, ouais. Ok. Ouais. De dire en mode c'est pas, en fait, c'est pas possible, quoi. En fait, je ne suis pas ça. Ok. Il y a vraiment... comme si tu penses pendant longtemps, parce que tu as regardé des séries, que tu parles anglais et il y a un mec bilingue qui vient. Ok, ouais. Tu comprends, ah ouais, c'est ça être bilingue. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais je parle pas du tout anglais en fait, moi. Ouais, je vois ce que tu veux Tu dire. comprends. On t'imagine pas du tout douter, c'est marrant. Mais... non, c'est vrai, hein. C'est tellement moi. Ouais. C'est tellement moi. Mais ouais, c'est le truc qui peut avoir créé ce sentiment en moi, c'est ça. Me dire, pas dans l'idée de par rapport à moi il est trop fort, c'est genre c'est même pas le même travail, Oui, quoi. c'est ça, oui, j'avais compris comme ça, ouais. C'est un mode il est une... Enfin, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est parce que moi j'ai souvent des doutes sur ma capacité, même pas des doutes, je sais que si je suis pas le mec intelligent, je suis pas le mec je suis pas con, mais je suis pas plus je veux dire, dans l'idée, je suis pas plus intelligent qu'un autre, je suis pas plus drôle qu'un autre, je suis pas plus technique qu'un autre. Et alors, qu'est-ce qui fait que tu vas C'est rentrer à Bercy? c'est ce que je te disais tout à l'heure, je crois que c'est mon amour de la scène et le rapport que j'ai avec. Les gens, ils le sentent. Moi, je crois aussi, hein. Enfin, que tu vas le chercher, c'est-à-dire que si t'es réellement amoureux de ça, à un moment donné, tu vas aller le chercher, quoi. Ouais, je sais pas, sur scène, il y a un truc... il y a une confiance et je crois... ouais, il y a j'ai l'impression d'avoir des pouvoirs sur scène, quoi, tu vois. Yes, ok. Quand je suis sur scène, c'est moi qui maîtrise tout. Moi qui maîtrise, là. Ok. Et ouais, cette idée d'être à l'aise sur scène, c'est arrivé dès les premiers pas. Ok. Ouais. Dès les premiers pas dessus, je sais, il y a tout le monde qui me regarde, je vais gérer. Alors évidemment, il y a plein de moments où tu gères pas et tout, mais
j'ai vraiment le sentiment, j'ai fait ma paix avec moi-même de mon talent, c'est ça en vrai. Ok. C'est ça ton talent. Et pareil, il y a ce qu'on se disait tout à l'heure, de réussir à, plutôt que regarder l'extérieur, ce que je suis par rapport à l'extérieur, ce que je suis par rapport à moi, un truc très dans la psychologie et tout, mais je crois que c'est un truc qui peut aider vachement. Parce que moi, je sais que, ouais, quand tu vois un mec comme Adib, par exemple, ou comme Dave Chappelle, je ne mets pas au même niveau, hein, mais c'est quasiment le même sentiment. Il y a ce truc de... moi, j'ai pas ce don-là. Mm. Tu comprends? Mm. Comme les gens qui ne comprennent pas le fait d'être artiste, qui disent, oh, je comprends pas comment tu fais pour monter sur scène. Moi, des fois, j'ai vraiment ce truc sur ces mecs-là. Moi, j'ai pas ce don-là, quoi. Je les vois comme... ouais, c'est inné, quoi. C'est comme Mozart, à 3 ans, il joue du piano. Pour moi, c'est ça, ces mecs-là, quoi. C'est facile. Ça m'a fait un peu de bien, par exemple, de voir Adib tester. Ok. Je suis allé, là, le passage qu'il avait sur Netflix, je l'ai vu en train de, pas galérer avec sur scène, mais chercher, il n'y a pas trop de rire, il ne sait pas exactement ce qu'il veut raconter. Et c'est hyper rassurant de dire, putain, il est humain, en fait. Je vois ce que tu veux, c'est exactement ce que je me dis. Mais après, entre ça et ce qu'il en fait, tu te dis, mais... ouais, il y a un truc qu'ils ont que j'ai pas du tout, quoi. Ouais, ok. On peut pas dire. Enfin, ok, je vois ce que tu veux dire, mais tu peux pas dire ça alors que tu l'as aussi. Enfin, t'as un truc aussi, quoi. Je veux dire. Ouais, mais c'est différent. Moi, je le comprends, mais je pense que les gens qui écoutent, ils vont peut-être pas comprendre ce que tu veux dire dans le sens où t'en es quand même là aussi, quoi. Ouais, pour les ouais. gens. Moi, j'étais au Comédia, c'est très. Enfin, ça rigole fort, quoi. Ouais, ça rigole fort. Tu vas aller à Bercy, ça va. Enfin, tu vois. Il y a un gap. C'est. Toujours, c'est aussi un truc d'individu, enfin d'être humain, c'est que on veut toujours ce qu'on n'a pas. Et moi, plus en règle générale, ce qui m'attire le plus, ce qui me touche le plus, et ce que je recherche le plus, c'est ce que vont en penser mes pairs. On avait déjà parlé de ça un petit peu dans la première fois, mais c'est ce que vont en penser les professionnels, les journalistes. Les journalistes, après, c'est deux analyses différentes, hein, mais réussir à toucher des journalistes, c'est se dire, tiens, un mec qui est pas dedans, il a réussi à comprendre ce que je veux raconter. Et pour le coup, les critiques là sur le spectacle, j'en suis vraiment, vraiment content. J'ai pas du tout eu ça sur le premier, même si c'était pas négatif, mais c'était pas ça. Et moi, ce que je cherche sur scène, c'est toujours ce rire d'humoriste. Mais je comprends, faire rire l'humoriste au fond de la salle. Ouais. Et c'est la petite lacune que j'ai au fond de moi, enfin la frustration que j'ai au fond de moi, cette obsession que j'ai de... Ouais, j'ai le sentiment d'être marrant pour les moldus, quoi. Tu comprends? Complètement. Genre, je fais voler un truc, sans comment il fait? Et les autres, nous aussi, on a des baguettes magiques. C'est juste ça. C'est un geste comme ça, avec le poignet. Ouais. Tu vois? Faire rire les humoristes. Bah écoute, je pense que c'est vraiment l'objectif. En vrai, c'est l'objectif final, quoi. Moi, c'est ce qui fait que, typiquement au Paname, parfois, je peine ou quoi que ce soit, c'est que je sais qu'en vrai, dans la loge... ça rigolerait pas, quoi, en fait, en gros, tu vois, j'arrive à faire rire avec le coup de la baguette magique, mais c'est pas satisfaisant, quoi. Après, c'est pas une fin en soi, parce que tu vois, il y a des mecs qu'on aime beaucoup, comme Thomas VDB, tous les humoristes sont en sang sur lui, et il y a plein de gens qui comprennent pas, donc il y a un vrai juste milieu à trouver, faut pas passer non plus trop de l'autre côté, mais c'est vrai que c'est une obsession, un peu un objectif, quoi. Bon bah écoute, on peut essayer de... Il est quelle heure? Je regarde l'heure là, 21h46. C'est combien de temps? 21h46, ça veut dire que techniquement ça fait 6h49 puisque t'es arrivé à 15h. Mais en vrai ça fait 1h... Bah attends, ça fait 1h40, je crois que c'est pile poil le temps qu'a duré notre premier échange. C'est ça. Ah ouais, tu connaissais le temps de... Ah, je me souviens, ça t'avait marqué. Ouais, parce que c'était le plus long à l'époque. Maintenant, il y a Paul qui est venu, on a parlé 2h44, donc... 2h44. Quel enculé celui-là. Je le déteste autant que je l'aime. Je sais pas, j'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un.
Peut-être qu'il va être dans ton troisième spectacle. Attends, je regarde ta cafetière depuis tout à l'heure parce que c'est précisément la couleur que je cherche pour mon micro. Tu viens d'avoir une vision là. Non, parce que j'ai eu la vision à 2 semaines de cela. Que c'est aussi ça qui est cool. C'est genre quand ça fonctionne, tu peux dire mon micro, je veux de cette couleur. Ça, c'est mon rêve absolu. J'ai pu dire vraiment, moi, je veux qu'il soit genre or rosé. Et on m'a dit, ok. Et après, il y a tout ces J'ai pu- Qu'est-ce que ça veut dire, Rosé? Putain, on aurait dû poser plus de questions. J'ai pu genre voir un micro, une photo, c'est même pas dans un de ses spectacles, une photo du micro de Kevin Hart et dire mais c'est incroyable ce micro, je veux celui-là et on me l'a trouvé. Ah putain, ok. C'est incroyable. Ouais, Ouais, c'est ok, incroyable. t'en es là quand même. Donc là, J'en c'est suis quand même là, au-delà du Louis, stade un du petit mulet. peu de respect s'il te plaît. Non, parce qu'on parlait du mulet tout à l'heure, pouvoir choisir son micro, c'est au-delà du mulet Ouais, quand on même. est Hein. un petit peu après. On est un peu après le mulet quand même. Un petit peu après. Ok, bah écoute, merci en tout cas d'être passé. Moi je vais être en retard pour mon spot Ah bah si oui. ça continue. Non, mais ça va, je suis pas non plus très en retard, mais il faut que je parte dans 10 minutes quoi. Mais merci, et puis bah à tout de suite, À puisqu'on tout- continue à parler en fait. Hein, mais on coupe le micro quoi, dans quelques secondes.